Bonjour à tous, on espère que vous allez tous bien. Salut le chat, salut Maximus, tu vas bien? Ah oui, et toi, ça va? Ça va, ça va, ça va. Le petit problème de Euh, la vie, mais rien d'extraordinaire. Et toi? après, après une bonne séance de décrassage, oui, oui, ça va. Petit Ouais, décrassage. t'as été faire du sport ce matin? Ah, j'ai fait un très gros. Ah, ok. J'ai fait un petit entraînement dans le froid, et d'aller faire un petit peu d'exercice physique pour se mettre dans la réalité, de notre monde qui est très très dur. Donc je salue évidemment tout le monde, tous ceux qui sont sur le chat, parce que effectivement, merci pour le lien. Je vois le chat. Bah, je vais saluer Hexagone, Brélicorne, Zitoun25, la Louve des Montagnes qui était déjà avec nous, Cafard, je salue tout le monde, Hexagone. Bah, il y a Salutations. beaucoup de gens qui nous ont suivis depuis YouTube. Et il y a aussi beaucoup de gens qui nous découvrent sur cette nouvelle plateforme. Donc, bah, bonjour, bonjour à ceux qui nous découvrent. Vous pouvez retrouver ce qu'on fait déjà sur YouTube. Bah, il y a la chaîne YouTube de Maximus qui s'appelle bah, tout simplement Maximus Le Clément. Et sinon, vous pouvez retrouver le travail qu'on effectue ensemble sur la chaîne Loup Divergent sur YouTube aussi. Mais je pense que à terme, on va faire plus en plus de directs sur des lives parce qu'on subit beaucoup moins la censure. Il y a une parole qui est quand même beaucoup plus libérée. Aujourd'hui, tu as choisi un ouvrage, Maximus, qui a à voir avec l'économie. Donc, c'est Histoire des banques centrales et de l'asservissement de l'humanité de Oui, Stephen Mitford Goodson. oui. Alors c'est ça, j'ai choisi ce livre d'abord parce que c'est un petit livre, parce qu'il est d'ailleurs très éclairant et il est passionnant. Et puis, il y a toujours évidemment la trame historique qui nous permet de comprendre pourquoi les États sont littéralement entravés et coincés entre Big Pharma, la finance, les multinationales, toutes les puissances d'argent. Donc, qui était Mitson Woodford? Ben, il faut savoir que c'était lui-même un banquier central, puisqu'il était à la tête de la Banque centrale d'Afrique du Sud, donc il connaît quand même bien le sujet, ce qu'est la Banque centrale. Dans un premier temps, alors évidemment, il y a un retracé historique dès le premier chapitre, où on parle de Rome, comment en fait l'usure a détruit l'Empire romain. C'est un excellent chapitre qui nous explique en fait que sa thèse est intéressante parce que lui va nous expliquer que l'Empire romain, en fait, comment dire, sa chute a été accélérée par le fait de l'usure, de la destruction monétaire et du remplacement de la monnaie et d'une forme de contrôle de la, comment dire, pas la monnaie à proprement parler, mais par le troc, si vous voulez. Donc, en fin de compte, à force d'employer des choses qui étaient différentes, parce qu'à la base, les échanges se faisaient avec par exemple, du bétail. On pouvait, par exemple, donner du bétail et recevoir du foin, ou donner de la farine et donner des poules. Voilà. C'était plutôt comme ça que ça se monnayait, en fait, dans le temps, on va dire. Et à partir du moment où on a commencé à créer la monnaie, ça a complexifié, en fait, les rapports humains, qui étaient quand même relativement simples, parce que c'était toujours des arrangements entre deux parties. On sait très bien que quand deux parties se mettent d'accord, voilà, elles n'ont plus qu'à faire affaire, l'une et l'autre. Voilà. Donc, j'ai choisi donc ce livre qui est vraiment passionnant, qui va vous apprendre beaucoup de choses sur les origines du système monétaire, évidemment, sur le rôle des ampoules dans l'effondrement, parce qu'ils étaient déjà là, bien sûr, dans l'effondrement de Rome, voilà, ils sont arrivés, c'était les premiers, et ces ampoules romaines, on va dire, occupaient quand même des emplois d'artisans, de commerçants, de colporteurs, et évidemment, ils pratiquaient le prêt à intérêt. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on prête de l'argent, en fait, on sait très bien que l'argent, quand il est rendu, il est rendu avec une somme supplémentaire pour payer le service. C'est ça l'usure, en fait, à partir de là. C'est Donc les, ce qu'on appelle les intérêts aujourd'hui, quoi. oui, c'est le prêt, bonnement, le prêt à intérêt. C'est-à-dire, je te prête 100 euros, tu m'en rends 110.
Alors là, tu es en sans, train de nous dire que le, sans, bah, parce sans rien faire, tu as gagné 10 euros. on sait déjà que quelque part la chute de la royauté en France, l'usure n'y est pas pour rien. Et là, en fait, tu m'apprends, moi je savais pas ça, tu m'apprends que la chute de l'Empire romain, c'est les mêmes causes à peu près, quoi. Bah, c'est-à-dire que c'est la thèse de Midson Goodford, hein. Moi, j'ai trouvé d'abord très iconoclaste, assez passionnante d'ailleurs, parce que ce point de vue sur la chute de Rome, eh bien, c'est vrai que peu de personnes l'ont évoqué. Je dirais même que je connais personne qui a traité de cette option. Et moi, je trouve que sa thèse est plus que recevable, quoi. Vraiment, hein, plus que recevable. Donc, on peut quand même considérer, si tu veux, que à partir du moment où déjà les ampoules étaient présentes dans l'Empire romain et que eux ont commencé dans un premier temps à faire des tractations avec des prêts, il est clair que ça allait changer la face de Rome, puisqu'on sait très bien on sait très bien que la monnaie, qui est la structure d'un État souverain, en fait, permet, enfin, tant que l'État en garde le contrôle, je dirais que ça va. À partir du moment où on crée le phénomène de l'endettement, eh bien, forcément, l'État va devenir redevable de ses créanciers. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec la France, qui est empêtrée dans un nouvel ordre mondial. Et elle est obligée de s'y coller, puisqu'en fin de compte, c'est la dette qui, qui affaiblit l'État et qui oblige un président de la République à être un homme des banques. Voilà. Alors, on sait que l'usure, c'était une pratique qui était interdite pour les chrétiens. On sait aussi que l'usure, c'est une pratique, et c'est marqué noir sur blanc dans le Coran, c'est une pratique qui est interdite pour les musulmans. Mais on sait que le judaïsme, eux, avaient l'autorisation de pratiquer l'usure. Est-ce qu'on peut dire que l'usure, donc le prêt à intérêt, c'est quelque part une pratique religieuse, quand on sait ça? Alors apparemment, il y a des polémiques justement sur le judaïsme qui interdirait l'usure. Il y a beaucoup de gens qui disent que non. Est-ce que c'est une pratique religieuse? Pour ma part, non. Non, non, on est clairement dans de l'affairisme, hein. On est quand même dans quelque chose qui déjà est loin de la religion, puisque à partir du moment où tu prêtes avec intérêt, c'est que derrière tu as des arrière-pensées, hein, parce que tu fais travailler l'argent. Or, enfin, pour les catholiques, en tout cas, c'est interdit de faire ça. Tu ne dois pas faire travailler l'argent, d'accord? L'argent, si tu as prêté une somme, il est normal que la personne te restitue ce qu'elle t'a emprunté, et non, entre guillemets, un supplément, puisque l'argent, en fait, n'a rien produit en tant que tel, en fait. Si ce n'est il a été prêté, c'est tout. Donc on voit bien qu'à partir du moment où on a commencé à introduire le gain substantiel à partir du moment où on prêtait de l'argent, on était déjà dans une dérive. Moi, à mon sens, c'est comme ça que je le conçois. Je sais que les constituants ont fait un travail assez important là-dessus et ils ont beaucoup développé sur cet aspect de l'usure et ils ont parfaitement d'ailleurs raison. D'ailleurs, et en fin de compte, on voit bien que derrière en fait l'endettement des États, c'est-à-dire finalement, eh bien, il y a l'asservissement, il y a la mise en esclavage des peuples et de l'humanité. À partir du moment où un État ne peut plus exercer sa souveraineté par un chef d'État, moi je préfère un souverain, hein. C'est d'ailleurs pour ça que les francs-maçonneries et les illuminés ont tout fait pour renverser le trône et l'autel, parce qu'au-dessus du roi, il n'y a rien. Normalement, il y a Dieu, c'est tout. Et à partir du moment où on transformait les royaumes en républiques, eh bien, la République ne pouvait être soumise qu'au parti de l'étranger, c'est-à-dire les puissances d'argent, qui allaient d'ailleurs favoriser l'endettement, de manière à ce que les États eux-mêmes soient constamment en train d'emprunter, d'ailleurs, pour pouvoir financer leurs infrastructures, leurs écoles, leurs hôpitaux, leurs polices, etc., etc. Et alors, quand les banques prêtent avec un taux d'intérêt, c'est-à-dire, prenons le cas, par exemple, de la France, qui se finançait auprès de la Banque de France, d'accord? Eh bien, la Banque de France prêtait à 2%, je crois, il me semble bien. C'était un taux très, très faible, voire un taux zéro. Donc, c'était plus pratique, en fait, pour l'État de se financer auprès de sa banque centrale, qui était bah, la banque, c'était la Banque de Paris, hein. C'est donc, à partir du moment où on a obligé
obligés. En tout cas, par des tractations, les États ont été obligés d'emprunter sur les marchés financiers. Ça a littéralement changé la donne. Donc, finalement, quand l'État dépense plus qu'il ne rentre de recettes, il s'endette. C'est pas compliqué, quoi. Et en même temps, il s'endette et il est contraint de payer euh, des intérêts sur la dette. Donc on s'en sort jamais. Et que fait l'État? Ben, il emprunte encore pour payer, pour payer sa dette et payer ses intérêts. Donc ça, en fait, le principe, c'est que ça ne s'arrête jamais, en fait. Ça, C'est-à-dire que ça, plus l'État s'en... pardon, ça c'est depuis la loi de 73, c'est bien ça, parce qu'en fait, avant la loi de Exactement, 73, les États produisaient leur propre monnaie. absolument. Et à partir du moment où les États frappaient leur propre monnaie, ils pouvaient en fait injecter de la monnaie dans l'économie en fonction de leurs besoins. C'est-à-dire que c'était eux les régulateurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on injecte trop de monnaie, on crée de l'inflation, d'accord? Et quand on en injecte pas assez, on crée de la récession. Donc, il faut toujours trouver un équilibre entre la croissance et les besoins du service public, si je puis dire. Mais donc ça, c'est l'État le régulateur. Mais à partir du moment où derrière vous créez des pôles de dépenses, et je sais qu'ils sont nombreux, notamment avec l'immigration, avec l'État-providence, avec la destruction du tissu économique, vous créez pratiquement moins, vous créez moins de richesses, mais vous augmentez toujours la dette. Voilà. Et à partir du moment où l'État fait le choix, par exemple, de vouloir refinancer certains secteurs privilégiés, on n'a plus d'industrie. C'est-à-dire que, à la limite, même si on avait encore une économie florissante, qui se portait bien et que l'État était réellement, enfin en tout cas, euh, la personne qui était à la tête de l'État était réellement souverain, il pourrait faire des choix d'endetter momentanément le pays pour pouvoir rembourser après, mais c'est pas comme ça que ça marche en vérité. Et on s'aperçoit que c'est toujours plus compliqué et que ça devient un vrai tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on met des fonds, c'est plus ou moins des fonds perdus. C'est ça le problème. Et comment l'État peut aussi se refinancer, bah, forcément, bah, il est obligé d'augmenter les impôts. Donc ça veut dire que c'est de la perte de richesse pour la population. Et que ça crée les fameuses inégalités dont nous parlent les gauchistes et la fameuse fracture sociale qui a permis à Chirac d'ailleurs de faire campagne sur cette thématique. Donc on voit bien que le système est très très bien rodé et que nos banquiers centraux ont tout intérêt en fait à ce que les États restent perpétuellement endettés. Il est hors de question qu'un État rembourse sa dette. Et qui plus est d'ailleurs, les annulations de dette peuvent se négocier, là encore une fois, mais par exemple, ce n'est pas le cas de la France, mais la France, par exemple, peut continuer d'emprunter de manière indéfinie, comme le Japon. Le Japon, lui, est endetté à hauteur de 240% de son PIB. C'est catastrophique. Comment dire, euh, les États-Unis se trouvent à la tête d'une dette de 20 000 milliards. La France, c'est 6 400 parce qu'il faut compter comment dire, la dette cachée, 4 000 milliards, qui doit être même d'un peu plus. On dit toujours c'est 2 400, mais c'est pas vrai parce que quand vous financez la sécurité sociale, vous financez les salaires des fonctionnaires, enfin tout un tas de fonctionnements en interne, bah vous allez emprunter, c'est clair et net. Et là, on le voit avec la crise du Covid, que l'État français va encore emprunter davantage, ce qui fait qu'on est pris dans une spirale d'asservissement des peuples. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc à partir du moment où ce sont ces mêmes banquiers centraux et leurs maîtres qui dictent la cadence, si je puis dire, avec des false flags, des coronatentats, je reprends le terme de grain de sable, eh bien, on nous ment et forcément on détruit l'économie encore plus, c'est-à-dire qu'on affaisse davantage nos forces vives, eh bien l'État va dire oui, oui, je vais refinancer, mais il va réemprunter davantage. C'est-à-dire que finalement, ils sont en train de nous amener comme des brebis au milieu des loups. Voilà, la vérité, elle est toujours là c'est bon, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas trop l'habitude de traiter, mais je pense qu'il était bon de le traiter parce qu'on retrouve évidemment toujours les mêmes acteurs. Alors évidemment, euh, Rome, vous pourrez lire comment dire, le premier chapitre sur Rome, où effectivement cette thèse de Mitzengoodford qui explique que, en partie,
la ruine de l'Empire romain vient de l'usure est parfaitement recevable, puisque évidemment derrière l'usure, il y a toujours des intrigues politiques, des intrigues économiques, des alliances un peu tordues. Pareil pour l'Église, hein, c'est exactement la même chose. Et vous avez en plus souvent des origines secrètes des banques, comme la Banque d'Angleterre. Voilà. Vous savez que cette banque d'Angleterre, c'est une des plus puissantes du monde, d'ailleurs. C'est, comment dire, on le sait aujourd'hui. Hein. Là, vous retrouvez encore une fois l'influence, évidemment, malheureusement, encore une fois, des ampoules dans notre affaire de création monétaire et de banque. Et ça, vous l'avez dans le chapitre 2. Je vais pas lire, c'est un long chapitre, il y a beaucoup de notes en bas de page. Mais historiquement, on arrive à bien comprendre, en fin de compte, comment la monnaie a été un moyen pour certains, en fait, d'emprisonner dans un premier temps les chefs d'État et les États et bah, par ricochet les populations. Voilà. Donc en fait, avant cette fameuse loi de 73, c'est les pays qui émettaient leur monnaie, donc elles n'avaient pas de dette à régler, mais il y avait cet effet inflation, déflation qui fait que les prix pouvaient augmenter parfois ou Oui, baisser. varier, Voilà, exactement. que les prix pouvaient varier et à partir de la loi de 73, les États ont été obligés d'emprunter sur les marchés financiers, donc à intérêt. Et cet Ah, et, effet, alors là, on nous a menti quelque part parce qu'on nous avait dit que cet effet d'inflation, déflation disparaîtrait. Et en vérité, ben c'est tout ça, ça passe dans les intérêts. Cet effet, il est absorbé dans les intérêts, mais on constate aussi que l'inflation, la déflation, ça continue, surtout l'inflation. bah là, de toutes les façons, à un moment donné, si tu veux, on va créer ce qu'on appelle une bulle. Ça veut dire à un moment donné, si l'économie derrière ne suit pas et que on détruit le tissu économique, comment dire, comme c'est le cas actuellement, il y a un moment donné, on va avoir un très très gros problème de financement. Alors là, c'est le privé qui souffre, c'est les indépendants qui souffrent, les chômeurs souffrent, et donc on va avoir par ricochet les fonctionnaires qui souffriront parce que l'État, même si l'État entre guillemets est immortel et qui peut continuer d'emprunter indéfiniment, on peut très vite se retrouver dans la situation de la Grèce ou de l'Argentine. Voilà, donc Et un État. ces histoires de notes, là, triple A, triple B, 2A, 1C, ça, c'est par rapport au taux comment dire, au taux d'intérêt qu'on paye. On sait avant, la France, elle était notée Bah, c'est triple A. surtout le A, c'est un indice de confiance. C'est ce qui permet, si tu veux, aux investisseurs privés de dire bon, par exemple, on va prêter de l'argent à la France, mais bon, elle nous remboursera. C'est-à-dire que c'est un indice de confiance. Alors que le problème de ces agences de notation, c'est qu'elles sont encore une fois financées par ceux qui prêtent l'argent aussi. C'est pareil, on est un petit peu dans un cercle vicieux. Et à partir du moment où, par exemple, la France va perdre ses triple A, bah, ça veut dire que son indice de confiance baisse. Ça veut dire que les marchés privés vont prêter de l'argent avec des taux d'intérêt beaucoup plus forts parce que ça sera plus risqué de prêter à la France. C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est-à-dire que donc, du coup, les taux d'intérêt seront à la hausse. Et là, donc, ça veut dire qu'on augmentera les chaînes de l'usure. Ça Donc veut ça, dire qu'on c'est creuse notre trou, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui a très peu d'argent et qui a du mal, bah, qui va avoir du mal à rembourser, c'est que c'est un mauvais payeur, donc on va lui prêter avec des gros taux d'intérêt. Il aura encore plus de mal à rembourser, et puis en gros, il est en train de creuser sa tombe à chaque fois qu'il emprunte, quoi. bah, Et clairement, clairement. C'est-à-dire que si tu veux, on sait maintenant que le niveau de la dette de la France, enfin de la République française, a largement dépassé les 100% du PIB. D'accord? C'est plus que préoccupant parce qu'en fin de compte, on ne voit pas comment, si tu veux, on va sortir de la tenaille et de la pression de la finance internationale qui, de toutes les façons, est déjà propriétaire des États. Que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie, que ce soit les États-Unis, ils détiennent, ils contrôlent déjà tous ces États puisque ces banques centrales fonctionnent comme un réseau. D'accord? Et on retrouve toujours les mêmes personnes qui sont d'ailleurs dans les conseils administratifs de ces banques. C'est toujours les mêmes noms. Dès qu'on creuse, on retrouve les mêmes. Donc évidemment. Et puis au-dessus, vous avez la banque, enfin,
c'est-à-dire la mère de toutes les banques, hein, c'est la BCI, la Banque centrale. Attends, excusez-moi, je dis la BCI. Non. C'est celle qui est à Bâle, là, c'est la BRI, voilà, la Banque des règlements la Banque des règlements internationaux, c'est-à-dire la reine des abeilles, c'est elle qui contrôle la ruche des banques centrales. Dans cette banque des règlements internationaux, on retrouve évidemment les Rothschild et leurs associés qui, eux, contrôlent la plupart des banques centrales. Très très peu, je crois qu'il n'y a même pas une dizaine de banques centrales qui échappent au contrôle des Rothschild. Rothschild c'est un système financier, c'est un système monétaire, c'est un système d'emprisonnement de certains pays. Et toutes les banques centrales, pratiquement, sont sous le contrôle comment dire, de la famille Rothschild et associés. C'est-à-dire que même quand vous entendez Goldman Sachs ou la Barings ou n'importe quoi, c'est toujours pour le compte de Rothschild. Même par exemple, même BlackRock, hein, le fonds d'investissement, c'est pareil. En réalité, ce fonds d'investissement BlackRock appartient à Jacob Rothschild, encore une fois. Et le fonds d'investissement BlackRock est beaucoup plus puissant que les États eux-mêmes, quoi. Donc, il peut imposer tout ce qu'il veut et tout et n'importe quoi. Et donc, quand vous savez que les financements sont croisés entre Big Pharma, euh, les médias, Big Pharma, Big Food, etc., et que vous retrouvez même le lobby de l'armement, hein, vous retrouvez ça aussi. Donc, bon, en fait, c'est un cartel. Ce n'est pas des cartels, c'est un seul cartel. Sauf qu'en fin de compte, ils investissent les uns dans les autres, ils mettent des actions les uns dans les autres, et c'est toujours les mêmes. Ça fait d'ailleurs longtemps que ces gens-là se sont associés pour pouvoir, en fait, tout contrôler. Tout contrôler. Quand ils mettent tout est sous contrôle, on peut dire que c'est vrai, malheureusement. Et le problème de la population, c'est que la population n'est pas formée, n'est pas rompue pour comprendre comment fonctionne la dynamique économique dans un premier temps, mais tout ce qui est autour en fait de cette économie et quel est son objectif final, si ce n'est en fait de dépasser effectivement le côté matériel et d'aller vers une forme de projet beaucoup plus sombre et beaucoup plus ténébreux. Voilà. Donc ça, je tenais en fait à préciser tout ça parce que c'est quand même lié et toutes les intrigues de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, elles rentrent aussi dans dans ce projet de destruction et de contrôle, et que finalement que les peuples sont que des outils qui vont servir à dépasser le projet matériel tel qu'on le conçoit, c'est-à-dire l'économie, le PIB, les infrastructures, tout ce que vous voulez, mais en vérité, C'est qui avait dit donnez-moi le contrôle de la monnaie et je me fous des politiques qui sont alors, menées en Occident. il y avait Meyer Amschel Rothschild, hein, c'est d'ailleurs le fondateur de la fratrie Rothschild et de l'Empire Rothschild. Et puis après, il y avait Lionel de Rothschild qui disait, je me moque de qui est sur le trône d'Angleterre du moment que je contrôle la finance. Donc on retrouve exactement la même chose, quoi. Hmm. Donc, L'argent, justement, bah, à la base, on en avait parlé dans un précédent direct. Le fait d'avoir le contrôle de sa monnaie, ça fait partie des droits régaliens, normalement. Et ensuite, bah, on voit qu'il contrôle tous les secteurs, hein, que ce soit le secteur alimentaire, le secteur de l'idéologie par le biais des médias, l'eau aujourd'hui, hein, l'eau aussi est totalement contrôlée. Est-ce que tu sais qui est le plus gros propriétaire de terres agricoles aux États-Unis? oh, j'imagine que ça doit être Bayer ou Monsanto, non? C'est Bill Gates. Bill Gates est Ah, c'est aujourd'hui ouais, c'est le fer de lance de la vaccination à travers le monde, hein, ce philanthrope. Par philanthrope, il faut entendre quelqu'un qui veut le bien de l'humanité, normalement, un riche milliardaire qui voudrait le bien de l'humanité. Cet ancien informaticien, donc en fait qui n'est absolument pas un médecin ni quoi que ce soit, qui n'a rien à voir avec le monde médical, c'est lui le fer de lance de la vaccination aujourd'hui à travers le monde et c'est lui le plus gros propriétaire de terres agricoles aux États-Unis actuellement. c'est pas très étonnant. En même temps, quand je disais Monsanto Bayer, ça fonctionne aussi avec Bill Gates, hein, parce que j'imagine que les financements se croisent et que probablement Bill Gates a certainement investi dans certaines affaires liées au Monsanto Bayer et ainsi de suite. C'est-à-dire que
finalement, on retrouve toujours les mêmes. On va retrouver les mêmes noms à chaque fois. Ça sera Bill Gates, ça sera Rothschild, ça sera les familles Warburg, on retrouvera la banque Lazare, on retrouvera tous ces noms qui seront toujours finalement derrière finalement certaines choses. Soit ça sera des financements, soit via des sociétés écrans, soit etc., etc. Donc en fin de compte, c'est un système qui est très très opaque finalement, et on voit bien que les États là-dedans sont vraiment malheureusement des mouches, hein, qui sont prises dans une toile d'araignée, hein, c'est pour ça. C'est-à-dire que quand les Gilets jaunes ils disaient Macron, 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 Macron n'est qu'un employé, hein, il faut bien le comprendre, hein. C'est-à-dire qu'un chef d'État n'a aucun pouvoir. D'ailleurs, ça a été dit par Jacques Attali qui avait dit ouvertement que les chefs d'État n'avaient aucun pouvoir. Donc voilà. Donc, il faut bien comprendre tout ça, quoi. Donc, à travers, en fait, comment dire, cet ouvrage, qui est vraiment passionnant, on peut aussi comprendre que la notion d'endettement, elle n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre. On sait très bien que à partir du moment, et ça avait été expliqué d'ailleurs par Jovanovic, d'accord, il nous avait expliqué par exemple ce qu'était le quantitative easing. Moi, je connaissais pas. C'est en écoutant Jovanovic que j'ai compris ce que c'était. En fait, c'est juste une politique du dernier recours qui permet en fait juste aux banques centrales d'augmenter la masse monétaire en choisissant soit d'accroître les réserves des banques centrales. En fait, c'est la fameuse solution de dernier recours dans laquelle en fait les États vont être encore piégés puisqu'on va augmenter la masse monétaire, c'est-à-dire qu'on va créer de l'inflation, quoi, comme d'habitude. Et donc, à partir du moment où on fait du quantitative easing, ce qui a déjà été fait, eh ben, ça veut dire que toutes les autres, comment dire, options ont déjà été utilisées, et c'est la dernière en fait qui permet, soi-disant, un sauvetage. J'aime bien quand ils parlent de sauvetage parce que en vérité, on voit bien que ils font tout le contraire. C'est plus un torpillage qu'un sauvetage. Et dans ce quantitative easing, justement, la banque centrale dit toujours on va baisser nos taux d'intérêt, vous inquiétez pas, on va les faire s'approcher de zéro. D'ailleurs, là, c'est un peu le cas puisqu'on emprunte à des taux négatifs. Et en fin de compte, la banque centrale dit toujours, vous inquiétez pas, on va racheter vos actifs qui sont toxiques, c'est-à-dire douteux, et on va les assurer en cas de perte. Alors ça, c'est le piège, parce que là, encore une fois, à partir du moment où la banque centrale va se porter garant, bah, je suis désolé, vous perdez encore sur le terrain de la légitimité, de la souveraineté. C'est la banque qui vous représente. Celui qui paye votre dette, en fait, il est votre tuteur. Donc, encore une fois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, c'est encore politiquement, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est le pouvoir bancaire qui va décider de vos orientations en matière de développement économique, en matière de politique sanitaire, euh, sur tout un tas de secteurs, vous n'aurez jamais la main. Puisqu'à partir du moment où vous êtes coincé dans une dette, en fait, vous ne décidez pas de ce que vous pouvez ou vous voulez faire. Ouais. C'est ça qu'il faut bien, bien comprendre. Et Eh ben euh, là, Maximus, justement, je crois que ben, le pourquoi du comment s'explique actuellement, parce que bah, évidemment que tu es au courant pour le grand reset, et une des contreparties du grand reset, ce sera justement l'effacement des dettes nationales. Donc en fait, les nations, en contrepartie de l'effacement de leurs dettes, vont être obligées de se plier à une nouvelle économie mondiale qui va être incarnée par le grand reset. Donc on comprend mieux pourquoi tout ceci nous a conduit là et pourquoi on nous a conduit dans ce piège. exactement, d'ailleurs, on le voit, on a parlé de la dette de la sécurité sociale, la dette de la SNCF, des dettes qui sont liées bah, au chômage, évidemment, et enfin, tout ce qui est dépenses sociales, c'est un gouffre monumental. Et c'est pour ça que c'était un contresens total, évidemment, de, comment dire, d'accueillir davantage, par exemple, de migrants, puisqu'on n'avait pas les moyens, finalement, si tu veux, en termes de budgets sociaux, de financer enfin, la misère du monde. Il faut dire les choses comme elles se présentent. Alors que les gens qui viennent, ils viennent pas pour rajouter une plus-value au PIB, ils font tout le contraire. Eux, ils sont une charge en fait pour les États, et les États sont obligés de les prendre en charge. C'est-à-dire soit sur les soins médicaux, leur payer l'hôtel, leur donner quand même à manger, etc. Et ça pèse sur le budget de la nation, le budget qui est totalement inexistant, puisqu'il n'y a pas de réserve, puisqu'il y a une dette, et puis on continue de creuser. Donc quand les gauchistes, par exemple, nous disent que
il faut accueillir tout le monde, etc. Derrière, ce qu'ils ne comprennent pas ou ils font exprès de pas comprendre, c'est que c'est encore une autre manière de mettre encore davantage les Français en esclavage, mais pas que les Français. Là, on parle de la France et des Français, mais c'est tous les peuples finalement qui sont sous le joug de la créance internationale qui est incarnée par ce système prédateur euh, de ceux qui détiennent ces banques centrales, et pas que les banques centrales, il y a aussi la Banque mondiale, le FMI, et évidemment la Banque des règlements internationaux qui sont responsables pour moi de la misère du monde. C'est clairement établi. Voilà. Donc on voit bien que l'usure, c'est un cauchemar dans le système satanique dans lequel on est, comment dire, coincé, si je puis dire. On se rappelle les déclarations de Fillon qui avait dit, moi je suis à la tête d'un État endetté, ce qui n'a pas empêché de rester quand même durant tout le mandat de Sarkozy, et qu'à partir du moment où on parle de réduire les dépenses publiques, on ment aux Français, parce qu'on n'a jamais rien réduit. On voit bien, par exemple, que l'hôpital et le système de santé est totalement en souffrance, que par exemple, euh, on est dans quelque chose d'assez machiavélique, puisque, si tu veux, par exemple, pour la deuxième vague, elle tombait au moment où justement les hôpitaux arrivaient naturellement à saturation. C'est-à-dire que chaque fois, chaque automne, on a ce phénomène de saturation, de manque de lits, de manque de personnel, de manque de moyens de l'hôpital, où finalement, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a toujours une destruction du système de santé, puisqu'on n'a pas augmenté les lits et on n'a pas financé les hôpitaux. C'est-à-dire que si en fait cette dette, elle avait servi véritablement à promouvoir le système éducatif, mettre en place des infrastructures de type social ou même socio-économique pour le bien des peuples, ça aurait pu se concevoir, mais on a fait tout le contraire. C'est-à-dire que Macron, lui, il a carrément budgété finalement la police et les médias, hein, les médias qui sont des organes privés qui ont des financements, il leur a ouvert, enfin, il leur a quand même filé 666 millions d'euros pour la presse écrite et l'audiovisuel, ce qui est quand même un scandale quand tu sais que l'hôpital est en souffrance et que le système de santé est aux abois. C'est très grave, quoi. Donc ça montre bien que Macron, en termes de souveraineté, obéit aux usuriers. Hein, clair, ça c'est clair et net, quoi. Voilà. Oui, merci Virgie. Oui, les constituants le disaient depuis le début. C'est clair que les banksters sont vraiment le fléau, mais les banksters, les satanistes, les pédocriminels, ce sont les mêmes. On ne s'écarte pas du sujet, en fait. On est toujours, si tu veux, face aux mêmes personnes, quel que soit le plan sur lequel on les combat, que ce soit Claire Sévrac, quand elle avait écrit La guerre secrète contre les peuples, elle avait bien sûr nommément visé Monsanto, Bayer, etc., et sur les chemtrails, mais en réalité, c'est toujours en fait cette politique de l'usure et des banques centrales où ce sont les mêmes finalement qui derrière sont aux manettes et enlèvent toujours plus de pouvoir au peuple. Donc vous pouvez toujours aller voter, ça ne sert strictement à rien, puisque ce sont vos banquiers centraux qui décident finalement de votre politique, de ce que vous allez devenir. Donc ça ne sert à, les élections ne servent à rien, c'est du divertissement en fait, puisque tout se fait soit dans les loges maçonniques, soit dans les clubs privés type Le Siècle, Bilderberg, CFR, etc., ou soit dans les conseils d'administration de Big Pharma ou de certaines banques. Donc en vérité, tout ça est totalement fictif et c'est malheureusement la population n'est pas suffisamment formée pour le comprendre. Certains continuent de porter le masque, alors qu'en réalité, on est déjà dans la casserole d'eau pour reprendre la formule de Martial. L'eau est en train de bouillir et on est toujours dans la casserole et on cherche même pas à en sortir. Voilà. Ouais, bah, de toute façon, il faut bien comprendre hein, que tout ce que nous vivons actuellement et aujourd'hui, même plus que jamais, est le fruit d'études sur la psychologie humaine et l'utilisation d'un tas de leviers bah, qui appartiennent à cette certaine caste. Et aujourd'hui, bah, les médias sont utilisés plus que jamais pour faire exister cette pandémie, par exemple. Et tout le scénario qui arrive derrière, voilà, on arrive à l'anticiper depuis un bon petit moment.
ce scénario, on parlait déjà d'identité numérique, hein, de puçage de l'être humain bien avant tout ça. Et ça y est, c'est en train, là, actuellement, de rentrer dans les médias dominants. Donc, ceux qui nous traitaient de complotistes auparavant sont en train de se rendre compte que, bah oui, il y a bel et bien un complot, c'est une réalité. Et la prise de contrôle de la monnaie faisait partie de ce complot. En effet, c'est quelque chose que les constituants ont dénoncé pendant longtemps. Alors, pour ma part, moi, je trouve qu'ils se sont même un petit peu trop enfermés là-dedans à un certain moment. On leur avait fait le reproche même publiquement. Mais en tout cas, oui. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, ce problème monétaire au stade où on en est, quand on sait que le grand reset va arriver, c'est plus, c'est encore d'actualité d'essayer d'expliquer aux gens comment on en est arrivé là, mais pouvoir lutter pour faire effacer la dette ou annuler la dette, c'est déjà eux qui ont déjà pris cette solution en main. Donc ça va être de plus en plus compliqué. Exactement, c'est clair que cette oligarchie financière est tellement puissante que de toutes les façons, c'est carrément elle qui dicte la politique. Par exemple, on a bien vu avec Macron que c'était BlackRock qui avait décidé du calendrier de la réforme des retraites. On l'a vu. Et malgré les manifestations, la colère du peuple, eh bien, la réforme des retraites a quand même été entreprise. Donc on voit bien que la finance décide de ce qui va se passer par la suite et que, bon, là tu parlais effectivement du grand reset avec Schwab, Monsieur Schwab, mais l'objectif, ça n'est pas l'argent. C'est-à-dire que l'argent, c'est un moyen. Hein. C'est pas d'accumuler des masses, des masses, des masses, des masses d'argent, parce qu'à un moment, que vous ayez 1000 milliards, ou 2000 milliards, ou 5000 milliards, il vous faut, enfin, de toutes les façons, hein, c'est une évidence, vous n'avez pas assez de toute votre vie pour profiter de votre argent et de votre pouvoir. Donc, comment dire, le but final recherché, c'est pas du tout l'argent, c'est de garder captifs les peuples de manière à ce que ces gens-là continuent leur projet vers leur immortalité ou leur prolongation et leur longévité, quoi. Il y avait un message qui est passé dans le chat là, qui nous disait c'est la fin du siècle de l'usure et des pratiquants de l'usure. Je crois pas, non, je crois que l'usure va continuer derrière. Par contre, on peut se dire, en tout cas, c'est peut-être la fin d'une forme de capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme peut-être aussi va survivre à ça, mais pas du tout sous la même forme. Moi, j'ai ma petite théorie par rapport à ça, hein, je l'avais déjà exposé plusieurs fois, c'est que le capitalisme de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours a servi à mettre tous les cerveaux disponibles à l'avancée technologique. Puisque sans avancée technologique rapide, et donc sans qu'il y ait, comment dire, cette carotte de l'appât du gain pour que tous les cerveaux disponibles se mettent à faire de la recherche et développement dans ce sens, eh bien l'avancée technologique n'aurait pas été aussi rapide. Et l'avancée technologique, c'est les outils de la dictature de demain. Puisqu'on le voit aujourd'hui avec les drones, avec le puçage de l'être humain, les hologrammes aussi, tous ces hologrammes impressionnants qu'on peut voir qui sont criants de réalité, tout ceci n'aurait pas été possible sans l'ère capitaliste. Donc je pense que derrière, il va y avoir la fin d'une certaine forme de capitalisme et que ceux qui sont à la recherche, oui, de l'immortalité, se serviront eux uniquement et continueront la recherche et développement uniquement par rapport à la technologie, mais de manière privée, comme c'est fait déjà depuis extrêmement longtemps. Parce qu'il faut bien, il y a la technologie civile qui est disponible, mais il faut bien comprendre qu'il y a des technologies qui sont privées. Et c'est des technologies qui, pour certaines personnes, ben, je veux dire, ça dépasse l'entendement. Quand on voit que, par exemple, l'intrication quantique, c'est un phénomène qui a été observé il y a plus d'une cinquantaine d'années, et que derrière tout est passé sous, comment dire, sous le secret concernant cette découverte. Ben, il faut bien se dire que pendant les 50 ans qui ont découlé, évidemment que l'intrication quantique a été étudiée, a été développée, et que peut-être aujourd'hui, il y a même des outils de communication qui sont des outils de communication instantanés. C'est-à-dire que, par exemple, une onde radio, ça va à la vitesse de la lumière. Mais la vitesse de la lumière, c'est encore une limite. C'est du 300 000 km secondes, approximativement. La vitesse lumière, un tout petit peu moins de 300 000 km secondes. Et que par l'intrication quantique, on a découvert comment dire, de la réaction instantanée.
c'est-à-dire au-delà de la vitesse de la lumière. Et tout ceci est tombé sous le coup du secret à partir du moment où ça a été découvert. Alors, ils n'ont pas abandonné les recherches en ce sens. C'est tout simplement que c'est des découvertes qui sont telles qu'elles ne seront jamais dévoilées au grand public, ainsi que les technologies qui y attrait. Bah oui, tout à fait. D'ailleurs, je reviens sur ce que tu disais sur le capitalisme. Oui, je pense que le capitalisme a bien sûr rempli son office. Effectivement, c'était d'assurer un certain essor sur tout ce qui était innovation et principalement de type électronique. Et effectivement, maintenant, ils n'ont plus besoin des cerveaux, ils n'ont plus besoin des bras, ils n'ont plus besoin d'avoir une masse d'esclaves aussi importante. Donc, ils cherchent en fait à réduire le troupeau, puisqu'on nous considère comme du bétail. Et maintenant, leur objectif, hein, comme pour reprendre ce que disait Macron, qui nous parlait du monde d'après, c'est-à-dire le monde d'avant, le monde d'après, ben, le monde d'après, il sera génético-transhumaniste, quoi. Donc, c'est ça le monde d'après, hein. C'est-à-dire que on voit bien avec cette histoire de vaccination forcée avec une thérapie génie et des polémiques, on voit bien que ces gens-là, tu parlais de l'identité numérique, c'est encore une fois des phases tests. En fait, ils font très exactement ce que faisaient les nazis, hein, finalement, hein. C'est des tests sur la population pour pouvoir comprendre, en fait, comment, par exemple, un organisme humain peut tolérer un système électronique à l'intérieur de son corps. Et est-ce que le système électronique peut être combiné avec le cerveau, peut être combiné avec les émotions. C'est ça qui les intéresse. Parce que leur objectif, c'est de vaincre la mort. Il suffit d'écouter Laurent Alexandre, comme il s'appelle, Kurzweil, etc., le patron de Google. Leur objectif, ça n'a jamais été d'amasser des masses colossales d'argent pour ne rien en faire finalement. Leur objectif, c'est l'immortalité. C'est ça, en fait. On est vraiment dans de la cabale pure, quoi. Pour reprendre ce que disait Stéphane Blay. Et cette cabale utilise l'argent, l'usure, le contrôle des États, l'asservissement des peuples, la destruction, la mort, malheureusement, c'est triste, mais les gendarmes, les policiers, les militaires ne sont finalement que des mercenaires pour cette oligarchie kabbaliste financière qui, elle, a un projet qui est bien défini. C'est non seulement la gouvernance mondiale, mais c'est surtout, en fin de compte, de diriger le monde et puis de se débarrasser des indésirables. Donc on est vraiment dans des gens, enfin on est vraiment dans des, excusez-moi, dans des temps, si je puis dire, où des gens ont pour objectif un génocide qu'on peut qualifier de planétaire. C'est ça que ça cache en fait, l'usure et la dette. L'usure et la dette, c'est juste le moyen de nous rendre esclaves jusqu'à ce qu'on puisse accepter notre sort. Ça sera soit la mort, soit de servir de cobaye pour leur expérience génético-transhumaniste. C'est ça la finalité, elle est uniquement là. Demain, si vous avez des milliards de dollars, des milliards d'euros, vous pourrez jamais dépenser parce que si vous vivez 100 ans, ça sera déjà bien. Vous aurez bien profité de votre argent et il en restera encore. Donc on voit bien que tout ça n'a pas de sens. Vous voyez, au sens matériel, on est sur de la métaphysique, on est sur de la sorcellerie, on est sur des choses qui dépassent l'entendement humain enfin, l'entendement humain dans le cadre de la modernité actuelle. Mais, par exemple, pour les anciens, c'était quelque chose qui pouvait être recevable. Aujourd'hui, si vous dites ça à quelqu'un, il va vous prendre pour un demeuré, pour un taré. Voilà. Et effectivement, donc la destruction, une personne dans le chat me parle de la Libye. Vous avez justement dans l'ouvrage de Mitson Woodford une explication très très claire sur le pourquoi la Libye a littéralement été bombardée, détruite, ce que vous voulez. Tout simplement parce que la Libye n'était pas sous contrôle des banques centrales Rothschild. La Libye était sous le contrôle, enfin, la Banque centrale de Libye était sous le contrôle de Kadhafi. Et en plus, elle était excédentaire, si je me rappelle bien, de 368 millions de dollars or. Il y avait de l'or. Donc, vous voyez, donc c'est vrai que la Libye, qui projetait de créer un dinar or, aurait totalement perturbé le projet de la finance internationale qui s'est toujours servi d'ailleurs du dollar comme une monnaie de refuge, évidemment, monnaie refuge le dollar, puisque c'est la monnaie mondiale. Mais si Kadhafi avait mené son projet à bien, en créant un dinar or, le dinar or serait devenu une monnaie, excusez-moi, une monnaie de refuge et le dollar monnaie de référence. Voilà.
Donc finalement, c'était Ce sera même devenu la grande monnaie africaine. En fait, il faut bien comprendre qu'avant, cette loi de 73 n'a pas eu que pour effet de forcer les États à emprunter sur les marchés financiers. Elle a aussi désindexé le dollar de l'or. Avant, il y a très longtemps, sur un c'est ça, dollar, il y avec les avait accords de marqué Bretton Woods. voilà, avant, il y a très longtemps, sur les anciens billets de dollars on peut encore retrouver des images sur Internet de ces anciens dollars, il y avait marqué que chaque dollar était échangeable contre une once d'or. Les gens ne se sont pas mis tout de suite à faire confiance dans l'argent papier. Au début, les gens faisaient leur commerce avec de l'or, avec des pièces d'or, et ce qui avait de la valeur, c'est l'or. Et à un moment, sous prétexte de rendre plus pratique le transport de la monnaie, on a commencé à expliquer que avant, si tu voulais te balader avec tout ton or, ça pesait extrêmement lourd. Et là, évidemment que se balader avec du papier, ça pèse beaucoup moins lourd. Donc, il y a ce papier qui a été mis en place en échange de l'or. Et sur ces papiers, pour donner confiance aux gens, il fallait qu'ils puissent à tout moment échanger leur papier contre l'or en banque. Et avant, donc, tous les dollars étaient indexés à l'or. Et à partir de la loi de 73, le dollar a été désindexé de l'or. En fait, c'est le papier qui a fini par avoir de la valeur et plus l'or auquel il était rattaché. Et ensuite, les Africains avec la Libye et Kadhafi se sont dit, nous, on va redonner une valeur physique À la monnaie. à la monnaie. On va redonner une valeur physique à la monnaie en la rattachant à l'or. Et ça, les Américains ne pouvaient pas le tolérer. Et c'est pour ça que la Libye a été renversée. Bah, En partie. En partie. c'est pas tellement les Américains, c'est surtout Hillary Clinton, Bernard-Henri Lévy, le saillant, et puis Sarkozy, qui lui aussi d'ailleurs était un agent, plus ou moins un agent de la CIA. Donc finalement, c'est ces trois-là qui sont à l'œuvre dans la destruction de la Libye, hein. On se rappelle de Hillary Clinton qui disait, qui moqueuse disait, on est venu, voilà, et on a bombardé, il est mort, quoi. En gros, c'était à peu près ça, quoi. Donc on voit bien, On est venu, on a vu, on a vaincu. voilà, et en gros, enfin quelque chose comme ça où elle rigolait, elle se moquait de l'état de la Libye. Rappelons quand même que la Libye était un État extrêmement florissant, que les gens ne travaillaient quasiment pas en Libye, hein. Les gens, pour vous donner un exemple, hein, donc la Banque centrale de Libye. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, hein, je vous invite à aller la voir d'ailleurs, qui s'appelle Kadhafi, la Banque centrale de Libye, et vous la retrouverez sur ma chaîne très très facilement si vous déroulez le curseur. Enfin, en fin de compte, si tu veux, lorsque Kadhafi lui a pris le contrôle des activités économiques du pays, hein, y compris le contrôle de la Banque centrale, hein, c'était quand même le but pratique de tout ça, eh bien, en fait, cette Banque centrale de Libye, elle servait aussi finalement à financer des banques locales. Donc, ça permettait aussi au gouvernement libyen de financer ses propres infrastructures sans rien devoir à personne. C'est pour ça que c'est quand même très important de comprendre ce processus. Et les réserves justement de la Libye étaient conséquentes. La Libye, c'est un pays qui était excédentaire, qui avait de l'argent en fait, hein, qui avait de l'argent, d'accord. Donc, finalement, les avantages pour les Libyens se traduisaient très nettement par des choses assez pratiques dans la vie de tous les jours, comme la scolarité gratuite. Les étudiants étaient rémunérés, d'ailleurs, il faut le savoir, au salaire moyen qui correspondait en fait au domaine étudié, ce qui est pas mal pour des étudiants. Les étudiants à l'étranger se voyaient justement octroyer un logement, ça aussi c'est appréciable, une voiture et 2500 euros par an. Vous voyez, donc ça fait quand même un peu rêver. L'électricité était gratuite, les soins médicaux pareillement, les logements étaient gratuits et les hypothèques étaient interdites. Et même quand vous vous mariez, en fait, les nouveaux mariés recevaient 60 000 dinars, ce qui fait à peu près 50 000 euros en cadeau du gouvernement. Donc, vous voyez que Et une euh, maison. Et une maison. c'est une maison. Je vais vous citer encore d'autres avantages dont bénéficiait le peuple. Les voitures étaient commercialisées au tarif usine sans intérêt. Les crédits aux particuliers étaient accordés pareil sans intérêt. La miche, enfin le pain, ça coûtait 15 centimes, 15 centimes. L'essence, 12 centimes le litre. Ça fait ça aussi, ça fait rêver, je crois.
une fraction du produit de la vente d'hydrocarbures était directement versée sur le compte en banque des citoyens, c'est-à-dire que les citoyens avaient de l'argent pratiquement sans rien faire. Les fermiers pouvaient obtenir des terres supplémentaires, et tout cela dans la gratuité, des graines et même du bétail. Alors évidemment, c'était le plein emploi, et ceux qui étaient temporairement au chômage, euh, c'était aussi parce qu'ils le voulaient bien, et ils se voyaient quand même verser un salaire, d'accord? Donc voilà ce qu'était la Libye de Kadhafi. C'est un pays qui était souvent en fête, d'ailleurs, aussi, il faut quand même le dire. Il y avait beaucoup de fêtes. Le peuple était vraiment heureux sous Kadhafi, contrairement à la désinformation qu'on nous a servi dans les médias mainstream. Kadhafi était un dictateur. Moi, j'ai vu des reportages sur la 5 où on voyait Kadhafi qui se rendait parmi les tribus, ça dansait, ça chantait, ça faisait des feux, il y avait des rôtisseries qui faisaient tourner de la viande. C'était vraiment une autre vie. Aujourd'hui, la Libye, c'est devenu un gourbi, tout simplement. Donc, voilà voilà ce qu'est devenu ce pays qui était encore plus ou moins autonome par rapport au système monétaire et dont comment dire, l'intérêt des banquiers kabbalistes était de détruire pour en faire un exemple. Parce qu'il était hors de question, évidemment, que Kadhafi, comme Chavez, hein, au Venezuela, rappelons que le Venezuela est le principal exportateur de pétrole au monde. Il exporte bien plus que l'Arabie Saoudite. Donc, vous comprenez bien que c'est des pays qui dérangent, hein, avec Chavez notamment, qui dénonçait systématiquement l'impérialisme, c'est-à-dire l'axe atlanto-sioniste finalement, et que à partir du moment où des gens comme Chavez ou Kadhafi commençaient à avoir des velléités de s'affranchir, ça ne pouvait pas marcher, vous comprenez bien. Donc, le rôle des banques centrales, on va continuer là-dessus, et des banques et du système monétaire, en général, c'est aussi de créer, de générer des chocs et des crises. C'est eux qui, finalement, sont les maîtres du temps. C'est ce que j'expliquais à Wilson des constituants, qui me disait on a le temps, on a le temps. Je lui disais toujours non, on n'a pas le temps. Euh, Ça va trop, trop vite. Effectivement, on le voit. Et aujourd'hui, ben, on est coincé dans une fausse crise sanitaire, parce que c'est quelque chose qui en réalité est totalement fictif, hein, ce qu'on vit. Il n'y a pas plus de coronavirus que de grippe, entre guillemets, carabinée. Et on se retrouve finalement avec des peuples qui, de plus en plus, rentrent dans le processus de l'esclavage. C'est clair et Ouais, net. il y en avait pas de coronavirus jusqu'à l'arrivée de l'arnaque suivante, c'est le vaccin. En fait, c'est le vaccin aujourd'hui qui est en train de faire vivre le virus. Les gens se vaccinent, les gens tombent malades. Les gens sont Oui, positifs absolument. après s'être fait vacciner. Donc là, ils sont en train de transformer leurs mensonges en réalité par le biais de la vaccination. Là, toute la première phase qu'on a eue, la première vague et la seconde vague. Donc première vague qui n'existait pas en fait, qui n'a existé que par la supercherie des lits d'hôpitaux qui étaient débordés, des hôpitaux qui étaient débordés, alors que les hôpitaux sont débordés chaque hiver. C'est que simplement on fait pas le focus médiatique dessus. Donc il y a eu cette première supercherie et deuxième vague qui n'a existé que par les tests positifs. Alors là, c'est vraiment la pire, celle-ci, parce que on avait des tests positifs, des malades asymptomatiques, mais en fait pas de symptômes. Personne n'était malade, tout le monde était positif, mais personne n'était malade. Et là, actuellement, ils sont en train de faire exister cette troisième vague par le biais de la vaccination. Et c'est pour ça qu'ils veulent vacciner le plus vite possible pour qu'il y ait un maximum de malades et que le mensonge devienne enfin réalité. Exactement. Donc effectivement, on voit bien qui contrôle, effectivement, qui est au contrôle de tout ça. Bon là, il s'avère que c'est Big Pharma, mais Big Pharma, vous retrouvez Big Pharma, que ce soit Big Pharma, le lobby de l'armement, lobby de l'agroalimentaire, vous avez la banque, etc., le pétrole, tout ça, c'est le même, c'est exactement le même, c'est le même cartel finalement. C'est les mêmes. Donc il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Il n'y a pas de différence entre, par exemple, Pfizer et, je sais pas moi, par exemple, JP Morgan, chaise internationale. Il n'y a pas de différence entre les deux. Ils vont dans le même sens. Vous voyez. Donc, ils se retrouvent aux mêmes endroits, ils fréquentent les mêmes clubs. C'est véritablement là qu'est le pouvoir. Et du coup, le pouvoir occulte, finalement, continue sa marche en avant. Et tant qu'on n'a pas pris conscience de ça,
parce que les peuples, si vous voulez, les peuples ont quand même un pouvoir. Ouais, il faut quand même dire un peu les choses. C'est leur consentement. C'est leur consentement qui fait le pouvoir de l'oligarchie. Si les peuples ne consentent plus, leur projet ne marche pas en fait. C'est pas plus compliqué que ça. C'est tant que les peuples majoritairement acceptent et ne comprennent pas ce qui se passe. C'est pour ça que d'ailleurs YouTube fait une chasse monumentale à toutes les vidéos qui traitent de vaccination, de santé alternative, etc. Et que malgré tout, on voit quand même que sur la pédocriminalité, ils ont quand même un peu levé le pied. Mais en fait, tout ce qui les intéresse maintenant, c'est surtout de censurer tout ce qui ne va pas dans le sens de la doxa gouvernementale et des fameuses recommandations de l'OMS. Là, vous ne pouvez plus rien dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous parlez de certaines réalités qui sont liées à la vaccination, eh bien, vous êtes taxé de la fake news, en fait. On dit, oui, pour des raisons de fake news, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, YouTube s'arroge un droit médical qu'il n'a pas, puisque à partir du moment où YouTube se permet de censurer des gens comme Orion Code ou d'autres, finalement, la légitimité qu'on peut, enfin, la question légitime qu'on peut poser à YouTube, c'est êtes-vous médecin ou généticien pour pouvoir vous permettre de censurer, par exemple, Madame Orion Code. Voilà. Enfin, ça, c'est juste une question. Donc, on voit bien qu'on est dans quelque chose qui est plus du tout normal, entre guillemets, si tant est qu'il y ait eu de la normalité dans tout ce qui nous arrive je dirais, depuis la Révolution française. Il est clair que aujourd'hui encore, eh bien, l'inertie de certains, le côté d'être dans la festivosphère et dans le divertissement, ça a rendu les peuples complètement débiles, idiots, et qu'aujourd'hui les peuples ne comprennent même plus ce qui se passe, puisque quand on voit, ne serait-ce que même pour le simple port du masque, qui est quand même une manière de s'étouffer lentement et sûrement, eh bien quand vous dites à une personne mais retire ton masque parce que tu n'en as pas besoin, eh bien les gens vous regardent avec des yeux écarquillés, totalement incrédules, comme si vous atterrissiez d'une planète, quoi. Comme si c'était vous qui étiez fou en fait. J'en ai fait l'expérience tout à l'heure. J'ai croisé des personnes et je les ai harangués en leur disant mais retirez votre masque, vous avez le droit de respirer. Et les gens m'ont regardé avec des yeux ronds, l'air de dire mais d'où sort ce fou, quoi. Donc on en est là aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fin de compte, euh, l'abrutissement généralisé opéré par évidemment, la déscolarisation, parce que vous mettez vos enfants à l'école mais ils n'apprennent rien. En vérité, on leur bourre le mot avec une propagande absolument terrifiante, cosmopolite, mondialiste. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, vive les droits de l'homme. C'est ça que votre enfant il apprend, et puis finalement il sait pas lire, il sait pas écrire, il sait pas compter. Vous voyez. Et vous voyez quand même qu'on a retiré le latin et le grec. Pourquoi on a retiré le latin et le grec? Parce que ça donnait une structure à votre langage. À partir du moment où vous connaissez la racine des mots, par exemple, vous savez que nécro, ça veut dire la mort, bah, quand vous trouvez, par exemple, nécro, par exemple, nécrophile, c'est quelqu'un qui aime la mort. Nécrophage, c'est quelqu'un qui mange des cadavres. Et vous faites phage, ça veut dire manger, vous voyez. Donc, une fois que vous connaissez la base étymologique et, comment dire, par les suffixes et les préfixes, eh bien, vous comprenez en fait la langue que vous allez parler. Et même, vous pouvez même inventer des néologismes pour vous faire comprendre. Ce qu'aujourd'hui, des personnes sont incapables de faire puisqu'ils ne comprennent pas. Vous voyez. Donc, si vous utilisez un langage un peu trop, si je puis dire, élaboré, certains ne vous comprennent pas. Donc voilà. Donc le rôle de la sémantique, de la dialectique, la rhétorique, c'était aussi de pouvoir vous aider à formuler votre propre pensée. Et à partir du moment où on a amené, enfin, c'est vrai que l'immigration a joué un rôle extrêmement important dans la destruction du tissu et dans l'abaissement de la culture, parce que ils savaient très très bien qu'en amenant des éléments exogènes, extérieurs, c'est-à-dire, eh bien, ça allait redéfinir non seulement l'éducation, mais tout un cadre de vie. Et que là, on pouvait commencer comment dire, à produire dans des discours idéologiques auprès d'une opinion publique qui évidemment était restée sentimentale. Or, les sentiments, vous savez qu'en politique, il n'y a pas de sentiments, il y a que des analyses froides, des constats de réalité, il n'y a pas de sentiments. Si vous mettez la question sentimentale au cœur de la politique, vous êtes foutu. Vous savez ça. Donc,
Le problème d'aujourd'hui, c'est que la population est toujours est restée encore sentimentale, malheureusement. Et elle ne peut pas comprendre et elle ne peut pas croire que, par exemple, notre gouvernement nous veuille du mal. Ça n'entre pas dans sa tête parce qu'elle est dans le sentimentalisme. Mais quand on fait abstraction de tout ça et qu'on met bout à bout les faits et les trahisons des uns et des autres depuis, j'ai envie de dire, même la Révolution française, mais allez, sur les 100 dernières années, on va dire, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est que trahison sur trahison et que le peuple a toujours été sacrifié. C'est des faits. Et si comment dire, les populations avaient un minimum de formation, ne serait-ce que linguistique, sans avoir fait spécialement beaucoup d'études, eh bien, les populations, en tout cas une très très grande partie de la population, par l'enseignement général, aurait pu comprendre qu'aujourd'hui, il faut se révolter, parce que c'est de l'autodéfense. Mais aujourd'hui, eh bien, nous avons, comment dire, des peuples, principalement le peuple français, qui a intégré sa propre mort. Il l'a intégré parce qu'il a été coupé de ses propres racines. D'où le programme d'abrutissement des populations qu'on a pu voir ben, depuis, depuis les années 70 par le biais de la télévision et des programmes télévision qui sont devenus de plus en plus abrutissants avec le temps, jusqu'à en arriver à des programmes comme ben, Hanouna aujourd'hui, ou à une autre époque c'était le Morning Live le matin, où c'était voilà, c'était complètement Mais n'importe quoi. voilà, il y avait des Les gens comme Astari, télé-réalités, ouais. voilà, les téléréalités, les Marseillais à Cancun, les Marseillais par-ci, les Marseillais par-là. Après, il y a eu, effectivement, tu parlais de Michael Youn, pareil, c'est le degré zéro de la culture. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, la culture, c'est quoi en France aujourd'hui? C'est Maître Gims, c'est Kenji Girac et c'est Louane. En gros, la culture, c'est ça aujourd'hui. C'est Et il y dramatique, a mais par le biais des téléréalités, ce que regardent énormément les jeunes aujourd'hui, il y a même une glorification de la bêtise. Parce que, bah, parce que plus ils vont sortir une réplique, on avait vu ça, le phénomène avec, comment elle s'appelle, tu pas de shampoing, t'as pas de cheveux, là, j'ai oublié celle Nabila. qui Nabila, voilà, le phénomène Nabila qui nous avait sorti «Non mais allô quoi?» Et le non mais allô quoi était devenu voilà, on parlait de ça sur tous les réseaux sociaux, jusqu'à la télévision, ils parlaient de Nabila, et plus quelqu'un est abruti, plus ils vont le mettre en avant, plus quelqu'un a peu de culture, plus c'est une personne qui va être mise en avant, et derrière, les autres candidats de télé-réalité, au lieu de tenter de briller par leur intelligence, et ben, de tenter de briller par leur bêtise, parce ils avaient bien remarqué que ben, être intelligent, ça n'allait pas les propulser en avant. Par contre, leur bêtise, oui. Et malheureusement, les jeunes derrière regardent ça et s'imprègnent de tout ça, parce que la télé, ça rentre dans les cerveaux, malheureusement. Et puis, bah, les gens s'imprègnent de ça s'imprègne de réactions épidermiques, hein. On les voit à la moindre petite frustration en train de s'énerver, de s'insulter et tout ça. Avant, ça fonctionnait pas comme ça. Aujourd'hui, les jeunes, à la moindre frustration, le moindre truc qui n'arrive pas assez vite, ou c'est un caprice, c'est une crise, c'est des insultes, bon, pas tous, évidemment, là je fais une généralité, mais parmi ceux qui consomment de la télé-réalité, c'est un phénomène qu'on peut observer en tout cas. Oui, bah, de toute façon, la télé-réalité, si tu veux, elle s'inscrit dans une continuité qui était de promouvoir le divertissement et effectivement de faire descendre les marches toujours un peu plus. C'est-à-dire que on commence innocemment par des choses comme, bah, moi, à mon époque, c'était Interville, c'était des choses comme ça. Ah, il y avait les chiffres et des lettres et des trucs qui étaient un petit peu plus sérieux, si je puis dire. Et on commence comme ça, puis après, on arrive effectivement aux 12 coups de midi avec Reichmann, l'insupportable Reichmann, enfin, des animateurs complètement débiles qui utilisent un langage infantilisant. C'est atroce, c'est juste insupportable, quoi. Et on se retrouve dans une culture où le type qui malheureusement aura des références, il va faire chier tout le monde. On va dire que c'est un rabat-joie. Si vous travaillez dans un environnement et vous essayez d'avoir une conversation de bon niveau avec certaines personnes, vous allez voir que très vite, vous les faites tuer, vous les emmerdez. Moi, c'était comme ça au boulot, parce que les gens s'intéressent à rien, mais à rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de passion. C'est-à-dire qu'avant, les gens avaient des passions pour la botanique, pour les animaux, pour la pêche. Chacun essayait de se trouver comme un hobby, ce qu'on appelait enfin, une passion préférée. Et là, aujourd'hui, les gens, bah, finalement, à part avoir le nez dans un écran, à regarder souvent, on se demande quoi, parce que quand on voit que des Norman et des Squeezie, ça fait des millions, des millions, des millions, franchement, on se
dis que quelque part, l'humanité mérite un peu son sort aussi, parce que dès lors que, si tu veux, tout est disponible en fait, hein. En vérité, celui qui veut comprendre ce qu'est le, entre guillemets, le complot, les éléments sont là, hein, même, comme je le dis, même dans le mainstream hein, aujourd'hui, hein. Il suffit juste de reprendre les éléments du mainstream. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on fait, hein, nous autres, sur YouTube. On va pas spécialement chercher des choses trop compliquées, hein. Souvent, on repioche dans ce qui a été dit dans le mainstream pour démontrer, et de ce qui est officiel, que le complot, c'est eux. Et, malheureusement, et on se fait quand même censurer. Combien même qu'on prenne des déclarations de l'OMS. Vous voyez le cas de Silvano Trotta. Silvano Trotta, sur ses vidéos, il prenait que des références officielles. Il n'est jamais allé chercher des références sulfureuses ou considérées comme complotistes, hein. C'était toujours les sources officielles. Et pourtant, on lui a striké sa chaîne. Donc ça montre bien que le complot, il est déjà là, quoi. Et malheureusement, on parlait de l'intelligence collective, qui en fait n'en est pas une, parce que même dans le mouvement des Gilets jaunes, quand on essayait de d'amener un certain degré de réflexion sur la réalité du pouvoir, moi, personnellement, je sais que j'y arrivais pas, quoi. J'y arrivais pas. J'avais des gens qui étaient encore dans la lutte des classes, qui étaient encore dans le clivage droite-gauche, qui étaient en train de parler de répartition des richesses, des Rodriguez qui parlent de justice sociale, etc. Bon, c'est complètement hors sujet, quoi. Hors sujet. Et aujourd'hui, on voit où on en est. D'ailleurs, regardez des Rodriguez, etc. Ils ont disparu des écrans radars. Certains les ont appelés acteurs de crise. On peut se poser la question si c'est pas eux qui avaient raison, quelque part. Donc, on voit bien que le phénomène de l'usure et de l'argent a permis justement de créer une économie florissante, laquelle économie florissante a projeté les peuples dans le matérialisme, les a enfoncés toujours plus, parce que je rappelle quand même qu'il y a un indicateur qui est assez impressionnant, c'est quand il y a des coupes du monde, des coupes d'Europe, eh bien, vous avez les magasins qui augmentent leur chiffre d'affaires sur les téléviseurs. On se demande bien pourquoi. C'est-à-dire que les types, ils en profitent pour changer la télé pour avoir une meilleure télé, pour profiter du match. Mais c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que moi, la télévision, d'ailleurs, j'en ai une, mais enfin, je veux dire, si je ne changerai jamais pour des événements. Vous voyez? Eh bien, vous avez déjà ce phénomène qui montre que le peuple, effectivement, est dans le bas astral et finalement, il s'intéresse à tout ce qui est matériel, alors que les vieux crèvent dans les EHPAD. Vous voyez? Alors là, par contre, on remplace la télévision, on achète une 4K. Vous voyez? Ben, voilà la mentalité du peuple aujourd'hui. Il y a ça aussi, cette réalité qui est déplaisante et qu'il convient bien sûr de citer ici, quoi. Hein, il est là aussi, hein. Vous savez, dans le cinéma français, on a souvent montré, on a ridiculisé les vieux, surtout Canal+, qui était spécialiste là-dedans, c'est-à-dire les vieux blancs, hein, évidemment, les vieux français, Les étaient campagnards toujours aussi. voilà, voilà les gens de la campagne, les ruraux, effectivement, qui étaient toujours caricaturés en béni oui-oui, en béné, enfin, un type qui était toujours à la traîne, et jamais à la pointe du progrès. Et ça aussi, ça a contribué à renforcer la haine de soi, hein, pour reprendre, comment dire, une formule utilisée par certains, la haine de soi, et vous aviez des propres Français, des propres qui étaient finalement haineux de leur propre culture, ce qui est triste. C'est malheureusement triste parce que c'est souvent des gens qui étaient des exogènes, qui appréciaient la culture française dans ce qu'elle avait de plus beau, c'est-à-dire la poésie, les belles lettres, les beaux romans, La les philosophie. histoires. Oui, voilà, l'histoire médiévale, etc. C'était beaucoup plus apprécié par des étrangers que des Français qui étaient gauchisés, mondialisés, et qui militaient enfin, genre, à SOS Racisme, des conneries comme ça, quoi. Voilà. Et c'est malheureux, mais on en est là. Et faut dire que c'est un désastre total, quoi. Moi, j'ai entendu des gauchistes, des blancs gauchistes, mais qui étaient haineux de la culture médiévale, des vrais haineux, quoi. C'est-à-dire, les gars, ils supportaient pas qu'on parle de Moyen Âge, d'Église, de monarchie, etc. Les gars, ils se transformaient, quoi, littéralement, quoi. Voilà. Donc ça montre bien aussi que le travail de la République, ça a été de faire toujours aimer tout ce qui venait de l'extérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur est bien, tout ce qui est de l'intérieur est moche, à détruire, il faut faire table rase, etc., etc. Bon, la culture de mai 68, mais
Mais voilà où on en est. On se retrouve avec des Cohn-Bendit aujourd'hui qui sont des objecteurs, enfin des directeurs de conscience pour le peuple, quoi. Vous avez Au les revoir, Shoshana! les Cohn-Bendit, vous avez des Finkielkraut, hein, tout ça, c'est évidemment c'est le peuple des ampoules. Vous avez des Hirsch, des Buzyn, des Lévy, etc. Et c'est eux les directeurs de conscience pour des Français qui finalement s'expriment bien peu en réalité. Parce que quand vous regardez bien la tête des présentateurs de télévision et le cinéma, ben, vous voyez une surreprésentation des ampoules. Voilà, c'est un fait. Voilà, c'est tout. C'est juste un fait et ce sont encore les mêmes ampoules que vous retrouvez dans la finance. Voilà. Euh, En fait, pour revenir sur ce que tu disais juste avant, le au revoir Sochana, là, c'est parce que quelqu'un nous a malheureusement quittés dans le chat, quelqu'un qui se comportait assez mal. Euh, pour revenir sur ce que tu disais avant, bien, il n'y avait pas la télévision, il y avait pas tout ça, quoi. Il n'y avait pas tout cet abrutissement par le biais de cette petite fenêtre magique qu'est la télévision. Et les gens vibraient justement de savoir. Les gens vibraient de culture, de s'élever par la culture. Les gens apprenaient la philosophie, par exemple. Moi, je pourrais donner une définition de la philosophie. Je dirais que c'est le pouvoir de savoir penser, puisque la philosophie, le produit de la philosophie, c'est le concept, et le concept, c'est une idée en relation d'idées avec d'autres idées. Pour arriver à tout ça, il faut évidemment un outil indispensable qui est le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est ce qui permet de synthétiser ses pensées et quand on pense avec des mots la plupart du temps, hein. Et si on n'a pas les mots pour penser, ben, on ne peut pas penser correctement. Et aujourd'hui, comment dire, toute cette HDB3, tu arrêtes, sinon je croyais que tu avais été banni. Alors dernière chance, continue comme ça dans le chat et à t'en prendre aux autres dans le chat, et puis je te dis au revoir. Et en fait, ben voilà, aujourd'hui, les gens ne vibrent plus par le fait comment dire, d'engranger du savoir. Aujourd'hui, les gens vibrent par la consommation, par le biais de l'achat. Tu le disais tout à l'heure, la grande télévision 4K, écran plat, voilà, ça fait vibrer beaucoup. Par contre, plus beaucoup ne vibrent par l'appétit de savoir. Alors qu'avant, c'était exactement comme ça qu'on s'élevait, par l'appétit de savoir. Oui, oui, tout à fait, mais c'est exactement ça. Et en plus, il y a une interaction entre les savoirs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau humain est une machine extraordinaire. C'est-à-dire que tout ce que vous apprenez, quelque part, va se croiser, même avec des domaines qui ont l'air de ne pas avoir, euh, qui ont l'air, si vous voulez, de ne pas être en lien les uns avec les autres. Je prends un exemple. Quand vous, par exemple, vous apprenez à jouer aux échecs, euh, aux échecs, vous allez développer un sens de l'observation, capacité d'analyse, de concentration, de réflexion. Vous allez commencer à anticiper des scénarios probables d'attaque ou de défense de votre adversaire. Et ça va, en fait, ça va vous former, ça va former votre cerveau pour des choses qui, finalement, seront applicables dans la vie de tous les jours. Par exemple, si vous êtes en conflit avec votre employeur, avant de répondre à chaud, eh bien, vous allez utiliser votre cerveau comme si vous étiez sur une partie d'échecs. Vous allez analyser, vous allez prendre le temps de répondre, vous allez décortiquer, vous allez imaginer que si vous dites ça, il va répondre ça, etc., etc. Donc, en fin de compte, euh, l'intelligence a, comment dire, a plusieurs moyeux, si je puis dire, à plusieurs facettes, et elle va se croiser avec des choses qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que la manière même de comprendre un film et de l'analyser peut vous donner, par exemple, un pouvoir de réflexion ou apporter des réponses sur des questions politiques. Tout se croise en fait. Et c'est pour ça qu'il faut être un curieux dans la vie et il faut apprendre des choses, un maximum de choses, parce que ça va renforcer votre cerveau. Or, le cerveau est l'organe directeur du corps. Quand vous avez un cerveau qui fonctionne bien, vous pouvez à peu près être sûr que ça va suivre au niveau du reste. Puisque c'est lui le donneur d'ordre. C'est lui la tour de contrôle de votre corps. Donc, mais si vous négligez votre cerveau, vous prenez soin de votre corps, mais vous négligez votre cerveau, c'est-à-dire que vous faites du sport, etc., mais vous regardez Cyril Hanouna, en fait, vous détruisez ce que vous êtes intérieurement, finalement. Donc, il faut être qualitatif pour le cerveau, comme il faut être qualitatif pour son propre organisme, quoi.
Donc, c'est ce que je dis aux gens. Moi, je dis, vous aimez, est-ce que vous aimez, par exemple, que vos enfants vous mentent? Les gens vous répondent non. Est-ce que vous aimez que votre épouse vous mente? Non. Vos amis vous mentent? Non. Alors, pourquoi vous continuez de regarder la télé? Ils vous mentent en permanence. Vous voyez, il y a des, parce que quand on fait des analogies comme ça, on arrive à faire comprendre aux gens qu'ils ne sont pas logiques dans leur fonctionnement. On arrive à leur faire comprendre. Et c'est pour ça qu'effectivement, bien, là aujourd'hui, c'est vrai que j'ai choisi de traiter de l'histoire des banques centrales parce que c'est pas spécialement mon terrain, ce serait plus le terrain de Wilson, des constituants et de Mishka, évidemment, c'est plus leur terrain, mais je pense que c'était quand même intéressant que je présente ce livre parce que il permet aussi de se raccrocher en fait à ce projet kabbalistique de gouvernance mondiale qui est en train de nous écrabouiller, qui est en train d'enserrer les peuples. Et il serait peut-être temps que les peuples aient les bonnes réactions de survie et comprennent que maintenant, on est face à un très très gros mensonge et que ce gros mensonge, le valider, c'est aussi appuyer sur notre propre mort et celle de nos gosses, évidemment. Donc on ne peut pas admettre, par exemple, de vivre depuis 10 mois avec un masque sur... Enfin, 10 mois, ben, ça fera presque un an même bientôt. On sera pas à se rapprocher des un an. Avec un masque sur la face, quoi. C'est juste un contresens. C'est-à-dire que demain, si Macron, Ferrand, Castex prennent un décret pour dire que, par exemple, il faut consommer ses propres excréments, est-ce que les gens vont consommer leurs propres excréments? Je veux dire, on en est là, quoi. Et Mais certains le font. vas-y, je t'en prie, termine. Oui, je disais, là, on est consterné de voir que certains répondent oui, si c'est la loi, je le ferai. C'est Le, ça qui est dramatique. L'exemple des échecs, l'exemple des échecs, il est parfait. En fait, les échecs, ça a trait plus à la psychotechnique, c'est-à-dire il y a à la fois une notion du déplacement à l'intérieur d'un espace fermé. Enfin bon, c'est pas du tout la définition de la psychotechnique, mais en fait, aux échecs, on apprend l'anticipation et on apprend surtout à regarder, on essaye de provoquer une réaction chez son adversaire quand on joue aux échecs. Et souvent, le meilleur des coups, c'est de provoquer un coup forcé, c'est-à-dire de mettre l'adversaire dans une situation où, quel que soit le choix qu'il va prendre, il perdra une pièce maîtresse. Eh bien, c'est exactement de cette façon-là que ceux qui tiennent ce monde dans l'ombre fonctionnent avec nous. C'est-à-dire, ils anticipent nos réactions, ils nous poussent à réagir en nous donnant des informations, en mettant des événements sociaux en avant, et regardent le peuple comment va réagir. Et ils anticipent aussi les réactions inverses. Et ils nous conduisent systématiquement dans cette situation où, quelle que soit la décision que nous allons prendre, eh bien, nous allons perdre quelque chose à chaque fois, souvent des libertés. Oui, bien sûr, mais justement, moi, enfin, j'étais un joueur d'échecs et je m'amusais même à reconstituer les parties des grands champions, etc. Et d'ailleurs, j'ai formé mes enfants aux échecs, justement, pour leur donner cette capacité d'analyse, de projection et le côté tactique et stratégique. Et je pense que moi, personnellement, si j'étais chef d'État, euh, je crois que j'imposerais j'imposerais les échecs comme une discipline, pourquoi pas même une discipline scolaire, quitte, peut-être de manière optionnelle, mais je crois que pour une nation, il est bon que si on veut créer des élites, eh bien qu'on ait des gens qui aient des capacités mentales, de réflexion, de concentration, de projection et de tactique un petit peu au-dessus du lot. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les grandes nations. Et là, aujourd'hui, on voit bien que, et c'est là où ça a aussi à voir avec les ampoules, c'est qu'on tire tout le monde vers le bas. Ouais, c'est exactement ça. Donc, quand tu tires tout le monde vers le bas, bah, ça veut dire que tu veux asservir. Tout simplement, c'est pas compliqué. Celui qui veut libérer vos élèves, celui qui veut vous asservir, eh bien, il vous donne du divertissement, de la pornographie. Enfin, de toute façon, généralement, vous avez dans le divertissement actuel. Et ça, c'est pareil. Tout ça, c'est financé aussi par les banquiers centraux. On pense que qu'on s'éloigne du sujet, mais c'est pas vrai, hein. Vous avez des financements des banques dans les médias, vous avez dans les, dans les, comment dire, les sociétés de production de divertissement, vous avez des financements de la banque, vous avez des parts dans la banque, et vous retrouvez encore les mêmes qui ont un intérêt quand même assez net à ce que les choses soient financées par elles aussi. Vous voyez, c'est pour ça qu'on retrouve des magnats de la presse et du divertissement à Bilderberg à côtoyer des banquiers. C'est pas pour rien.
C'est parce qu'en réalité, là aussi, on retrouve encore les mêmes. Vous voyez. Et ça, c'est quand même important de le comprendre. Pourquoi? Parce que des peuples qui ne réagissent pas, c'est très très bon pour eux. C'est-à-dire que si les peuples réagissaient, évidemment, leur projet ne passerait pas. Si on était tous entre guillemets comme Jean-Jacques Crèvecoeur ou moi ou Toualou, ou Salim Laibi ou d'autres, eh bien sûr que leur projet ne passerait jamais. Ne passerait jamais. Et aucun journaliste ne pourrait dire de tannerie à la télévision parce que ce serait le lynchage verbal, évidemment, tout de suite derrière. On l'a vu avec Christophe Barbier quand il s'est retrouvé face aux constituants. Bon, certes, il a quand même plutôt répondu de manière habile, espèce de serpent, mais en réalité, on voit bien qu'il a quand même été mis en PLS. Christophe Barbier, c'est pas le seul. Hein, il y a eu aussi Pascal Pro, pareil. Pascal Pro, pareil. C'est des gens qui sont pas bons dans leur domaine. Ils sont présentés comme étant, comment dire, des personnalités qui ont une certaine influence dans le débat public, alors qu'en réalité, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Mais à chaque Faux. fois qu'on leur a mis, en face quelqu'un capable de les contredire, comme comment il s'appelle le Belge là, ce Belge justement qui faisait, qui avait fait Média Mensonge. Je sais pas si tu te rappelles de lui. Il était passé dans une émission de télé un jour, il les avait tous mis en PLS. Je sais pas si Ah tu te oui, parce que rappelles de son nom. mais, c'est Michel Collomb, non? C'est pas Voilà, Michel. Michel Collomb, c'est ça, exactement, Michel Collomb. Ou si on fait monter des personnages aussi comme, ah là, j'ai des Bah, trous comme de mémoire sur le Pierre nom. Hillard aussi. Voilà, c'est lui que je cherchais. Voilà, Pierre Hillard. si on fait monter des personnages comme Pierre Hillard ou Michel Collomb face à des journalistes dans des émissions de télé et que le débat n'est pas biaisé par le temps de parole qui est réduit des invités, eh bien à ce moment-là, systématiquement, ça a donné des événements qui ont été relayés sur les réseaux sociaux. Et voilà, Michel Collomb, on l'avait vu dans je sais plus quelle émission. En tout cas, il avait très bien exposé les choses. Et c'était repris partout sur les réseaux sociaux. Et maintenant, aujourd'hui, ces gens sont interdits de télévision. Toute personne qui parle intellect pourrait mettre en déroute les journalistes sont interdits de télévision. On a vu aussi les journalistes, voilà, devant des médecins, euh, leur apprendre leur propre travail, quoi. Les journalistes qui savaient mieux que les médecins ce qui pouvait être bon ou ce qui pouvait être mauvais. On a vu ça avec l'hydroxychloroquine. Voilà, les journalistes aujourd'hui, c'est la parole divine et ils sont prêts à mettre n'importe quel spécialiste en déroute en faisant souvent, en s'attaquant à l'image aussi. On a vu ça avec Raoult, ils se sont attaqués à son image. Donc voilà, alors que le mec à la base c'est un microbiologiste, c'est pas un journaliste qui va lui apprendre son métier. Eh bien non, Oui, parce qu'il avait les cheveux longs et tout ça, ils ont réussi au niveau de l'image à le détruire, à le discréditer. bah, c'est là où on voit que la sottise de la population est colossale, parce que moi, ma femme, elle avait reçu une infirmière juste avant les fêtes, et elle est venue avec son masque, etc. Brave dame, gentille dame, effectivement, mais malheureusement dans le moule, hein, qui écoute la doxa, hein, qui écoute la voix du système. Et donc, à un moment donné, on a parlé du masque. Je lui dis, bon, retirez votre masque, quoi. Vous n'en avez pas besoin chez moi, etc. Mais ici, il n'y a pas de masque, quoi. Donc, elle voulait quand même le garder. Bon, elle l'a gardé. Et puis, à un moment donné, on a parlé de Raoult et elle disait, oui, mais Raoult, il a la grosse tête. Parce que, pourtant, c'est une infirmière, elle est dans le domaine médical. Et donc, je comprends. Je dis pourquoi. Le problème de Raoult, c'est est-ce que ce qu'il dit est vrai ou faux? C'est pas de savoir s'il a une petite tête, une grosse tête, une tête carrée ou une tête ronde, on s'en fout. Est-ce que ce qu'il dit est valable, recevable ou totalement faux? Voilà. Donc, c'est-à-dire que même le raisonnement élémentaire d'aller à la recherche, à un moment donné, de quelque chose qui serait vraisemblable, eh bien, ça ne vient même pas à l'esprit du bas peuple, même quand il est, et même dans le domaine, justement, médical comme Raoult. Voilà. On voit bien que même, enfin, et principalement, justement, une partie du personnel médical qui croit aussi à la narration officielle, alors qu'eux-mêmes savent qu'elle est fausse. Enfin, en tout cas, ils se persuadent que c'est vrai, alors qu'en réalité, tout est faux. Hein. Les patrons de bar, pareil, les patrons de brasserie, pareil, quand ils disent qu'ils vont en faire un peu plus, eh ben, c'est consternant. Parce que le métro parisien, je le dis, je le redis, donne l'exemple même que cette pandémie est une fraude. C'est tout, point à la ligne.
Voilà, le métro parisien, c'est un incubateur hein, pour l'Île-de-France. Donc, à partir du moment où il y avait un agent infectieux, on aurait dû le retrouver partout, dans toute l'Île-de-France. Voilà, ça n'a pas été le cas. Il y en a qui l'ont eu, il y en a qui l'ont pas eu. Si tant est qu'on sache réellement ce qu'ils ont eu, parce que là, encore une fois, il y a plusieurs versions. Vous avez des gens qui ont perdu l'odorat, ou il y en a qui ont perdu le goût, il y en a qui ont perdu ni l'un ni l'autre, mais ils se sont sentis patraques. Donc, il y a des variantes même dans les, euh, dans les symptômes. Donc, on n'est pas tous égaux. Donc, même là, là encore, c'est la zone de flou. Et puis, ça peut être une grippe après tout, puisque la grippe, on n'en parle même plus. Mais bizarrement, ça ne vient pas à l'esprit des gens de faire les liens, en fait, avec ce qui est logique et ce qui ne l'est pas. Donc, toujours est-il on a un nouvel ordre mondial qui, de toutes les façons, avance, progresse, est bien décidé de toutes les façons à aller au bout de son projet. Je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? En tout cas, c'est un fait. Mais je dirais que quelque part, le diable porte pierre, puisque en accélérant leur projet, ils montrent aussi leur vrai visage, ils n'ont pas le choix. Et leur vrai visage, on sait qu'il est vraiment de plus en plus hideux. Et je crois qu'à un moment donné, ça va se voir encore plus. Là, on voit que Macron s'énerve sur la vaccination. Il envoie des textos aberrants en disant on va les avoir, ces connards. Le connard, je ne sais pas qui c'est peut-être les Français. C'est qui les connards? On ne sait pas. Mais merci, c'est toujours sympa de se faire traiter de connard. Et les gens continuent de porter des masques et obéir à des couvre-feux totalement stupides, inutiles, alors qu'on n'est pas en guerre et on n'est pas un pays occupé. Alors, sauf si l'occupant est à l'Élysée. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, en vérité, oui, on le sait, oui, Raoult prône la vaccination. Je le sais. Mais en attendant, quand il disait qu'il n'y avait pas de deuxième vague et quand il était pour comment dire, le traitement de l'hydroxychloroquine, on ne pouvait que le suivre là-dessus. Faut être honnête, à un moment donné. Alors, Raoult maintenant qu'il prône la vaccination, bien sûr qu'il va être mis en avant partout dans les médias. Mais en fait, lui défendait le traitement hydroxychloroquine, azithromycine, et avec un traitement pour soigner le virus, plus besoin de vaccin à la base. Donc, il a été combattu sur ce front-là, il a été combattu bec et ongle, hein. Et par contre, maintenant qu'il a compris qu'il ne l'emporterait pas de ce côté-là, c'est vrai que c'est assez étrange de le voir se tourner vers la vaccination. En effet, il y a quand même un phénomène assez étrange. Mais en tout cas, sur l'hydroxychloroquine, bah, il avait raison. Et si on l'avait écouté, s'il avait pu réussir à démontrer à ce moment-là qu'on peut soigner très facilement ce virus, bah, si on peut se soigner, pas besoin de vaccin. Voilà, c'est QFD quelque part. Oui, mais justement, et c'est là où l'intelligence doit être pratique, et qu'à un moment donné, même un menteur, vous savez, Dieu peut mettre la vérité dans la bouche d'un menteur, donc vous pouvez utiliser les propos d'un menteur pour servir votre cause, ou d'un faussaire. Ça sert à rien de dire attention à l'opposition contrôlée, etc. L'opposition contrôlée, il faut faire avec. On est dans une partie d'échecs, hein. Donc, c'est comme si vous disiez à un camarade qui est sur une partie d'échecs, je ne sais pas si d'ailleurs il y a des joueurs d'échecs dans le chat, mais attention, sa reine est en train de menacer ton roi, alors que le type le sait, tu vois. Il a peut-être pris des dispositions, vous ne savez pas. Donc, c'est exactement la même chose. C'est pas parce qu'il y a une opposition contrôlée que d'ailleurs on ne peut pas citer Raoult quand il dit quelque chose qui va dans notre sens. Au contraire, au contraire. Même des gauchistes. On peut toujours citer un Mélenchon quand il dit quelque chose qui va dans notre sens. On peut le citer. Ça ne veut pas dire que vous êtes avec lui, vous allez suivre politiquement. Donc, il faut savoir dissocier. J'aime pas les gens qui mettent tout en bloc et qui disent ouais, mais Raoult, il est ceci, il est cela, il est opposition contrôlée. C'est comme avec Trump. On peut pas. On est en train de naviguer. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on est le peuple et le peuple, il doit essayer enfin, il faut trouver des voies de sortie pour se libérer de la tutelle satanique, parce que c'est que ça, de ces kabbalistes de banquiers. Donc, à un moment donné, il faut trouver des voies de sortie. Et si à un moment donné, ça passe par reprendre le discours de Raoult, eh bien, moi personnellement, je reprends le discours de Raoult. Je peux reprendre le discours de tout un chacun, du moment où vous êtes toujours dans une démarche qui est la vôtre. Comme dit Plancard-Dassac, il faut s'atteler aux principes, pas aux hommes. Si vous êtes là, oui, mais Raoult, je l'aime pas, vous n'allez jamais rien comprendre à rien du tout, parce qu'on n'est pas dans j'aime pas. On est dans quels sont les principes que vous voulez défendre. Voilà, c'est tout. Si vous voulez défendre des principes, eh ben, à un moment donné, vous ramassez, entre guillemets,
comme dans les jeux vidéo, vous ramassez des items, vous ramassez des armes pour pouvoir avancer et finir le niveau. Ben, c'est exactement la même chose. Quand c'est Raoult, c'est Raoult. Quand c'est Fouché, c'est Fouché. Quand c'est Tubiana, c'est Tubiana. Quand c'est un tel, c'est un tel. Point à la ligne. Regardez, Dousto Blasi, il était dans le film Hold Up, et puis il s'est rétracté. Mais bon, est-ce que c'est étonnant? Vous savez que Dousto Blasi, c'est l'homme qui était à la Mamounia. Hein. Moi, j'avais vu ça, ça m'avait fait rigoler, parce que vous savez que la Mamounia, c'était comme un peu comme le choral, quoi. Hein, vous voyez, quand on est amateur de petits garçons, hein, hein, eh bien, on Et, fréquente la Mamounia. Voilà. donc là, il nous reste, comme je t'avais dit, on fait plus de direct qui dépasse on essaye de plus faire de direct qui dépasse les 2 heures. Là, on est à 30, un peu moins de 30 minutes de la fin. Il y a aussi, parfois, c'est un phénomène que j'ai pu observer, hein, parfois les gens voient une information circuler dans un chat, ils ne la vérifient pas et ils partent dans d'autres chats, sur d'autres plateformes ou sur YouTube, dans le chat d'autres YouTubeurs, et ils propagent cette information comme étant une vérité juste parce qu'ils l'ont entendue. Je vais vous montrer un exemple de ça. Il y a beaucoup de YouTubeurs qui migrent aussi sur Odyssée parce que Odyssée, ben voilà, c'est une plateforme qui permet aussi de mettre des vidéos en ligne. Donc il y a Sylvano Trotta, Égalité Réconciliation qui ont migré sur Odyssée. D'ailleurs, ce sont les 2 chaînes Odyssée les plus consultées au monde, Sylvano Trotta et Égalité Réconciliation. Donc c'est bien sur cette nouvelle plateforme. C'est bien que ce soit 2 chaînes un peu dissidentes qui soient les plus partagées au monde et donc une information qui circule et que beaucoup répètent dans les chats sans avoir été vérifiés de quoi il en retourne, c'est cette information comme quoi Odyssée, la chaîne Odyssée, ça appartiendrait à Google. Alors en vérité, ce n'est pas du tout le cas. Google met la main sur Odyssée, une application de synchronisation et de partage de photos. Donc c'est une application de synchronisation et de partage de photos qui était présente sur smartphone. Donc en fait, et ça, c'est une information qui circule actuellement et qui date du 9 février 2015, une époque où Odyssée n'existait pas. Ça parle tout simplement d'une autre application sur smartphone dont s'est emparé Google. Donc Odyssée, aujourd'hui, la chaîne de mise en ligne de vidéos Odyssée n'appartient pas à Google. Peut-être que ce sera le cas par la suite, mais pour l'instant, ce n'est pas vrai. Donc il faudrait arrêter de propager cette information partout en disant attention, attention, Odyssée, ça appartient à Google. C'est pas vrai. En quelques clics, on peut vérifier ça sur YouTube. Donc savoir vérifier les informations aussi, des fois, c'est la moindre des choses, plutôt que de les voir, de voir une info comme ça passer dans un chat et d'aller la répéter sans l'avoir décortiquée. Surtout que si vous tapez Odyssée, d'ailleurs, dans Google, vous allez avoir des restaurants, vous allez avoir des centres aquatiques, vous allez avoir tout un tas de choses qui portent le nom Odyssée. Et avant de tomber sur la plateforme en question, vous allez chercher un petit peu avant, c'est assez répandu, Odyssée. Vous avez des patinoires qui s'appellent Odyssée, des restaurants, des paillotes. Donc c'est très répandu, quoi. Donc ça peut être autre chose que effectivement le Odyssée, l'hébergeur de vidéos. Donc il faut pas confondre. Donc pour revenir effectivement à toutes ces histoires de banque centrale, je vais quand même vous inviter à acquérir ce petit livre qui est quand même passionnant. Je l'ai lu assez vite d'ailleurs. Vous avez un chapitre sur la Banque d'État du Japon. Vous avez évidemment un très bon chapitre aussi sur la Libye, les développements de l'après-guerre, les formes modernes de banque d'État. Vous apprendrez aussi des choses sur la Fed. Vous aurez aussi beaucoup d'informations et de portraits sur certains banquiers. Et c'est pas inintéressant de les connaître parce que souvent ce sont des personnages qui ont marqué l'histoire, comme par exemple le sénateur Robert Marion, hein, qui a tout fait pour en fait pouvoir éviter le passage de la loi bancaire et monétaire et son esclavage programmé du peuple américain. C'est un personnage qui mérite d'être connu. Vous en saurez plus aussi sur les alliances, par exemple, hein, des banques, notamment les Warburg, les Safe, les Lazare, les Rothschild, les JP Morgan, les Goldman Sachs, etc. Donc je ne peux que vous inviter à acquérir ce petit ouvrage qui est quand même très, 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 très. Moi, franchement, je l'ai trouvé passionnant et sur le déclin de l'Empire romain, j'avoue que ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que ça n'avait jamais été présenté comme ça, donc c'est parfaitement recevable comme thèse. Il y a donc le chapitre 4 qui est Un siècle de lutte de 1815-1918 des Rothschild contre les peuples. Donc on est en plein dedans, mais là ça passe par Big Pharma, mais c'est la même chose.
Et enfin, évidemment, les diverses crises de civilisation qui vont être générées par le biais de l'usure et du contrôle monétaire et bancaire. Voilà. Là, on est complètement dans une crise de civilisation, ça c'est clair et net, hein. Et eh bien, moi, j'en dis pas plus, hein. Vous avez beaucoup d'éléments. Et si vous n'aimez pas lire, comme j'aime à préciser, offrez-le à quelqu'un qui aime lire et qui pourra même vous faire un résumé. Voilà. Donc, n'hésitez pas et prenez le temps. Accordez-vous un peu de temps pour la lecture parce que c'est un exercice qui muscle votre cerveau, qui vous donnera la rhétorique, de la sémantique, qui vous aidera justement à formuler vos idées. C'est très très important. Et du vocabulaire, puisqu'on tombe régulièrement dans des ouvrages, on tombe régulièrement sur des mots qu'on ne connaît pas. Et c'est là que l'outil Internet peut être pratique, c'est d'aller taper sur Google pour savoir ce que veut dire ce mot. Et ça enrichit le vocabulaire, ça enrichit donc la pensée. Et à partir du moment où vous avez un vocabulaire plus riche, il va sans dire que c'est beaucoup plus facile de retourner un interlocuteur, voire un auditoire, hein, parce que quand vous vous exprimez de manière claire, précise et limpide, eh bien, et que vous prenez des exemples, vous savez démontrer que derrière tout ce qu'on subit, il y a bien évidemment un complot, c'est une réalité, mais que vous arrivez à le démontrer factuellement parce que votre capacité d'expression et que vous avez appris des choses vous permettent de le faire, eh bien, vous retournez les gens comme des crêpes, je vous le dis. Et aujourd'hui, on a besoin de gens formés, on a besoin de gens qui savent s'exprimer et qui savent développer des thèses et des théories. C'est l'intelligence qui nous sauvera, hein. C'est pas la force brute, hein. Vous voyez. Donc, comme tu disais Lou, tout à l'heure, si on mettait un Pierre Hillard sur un plateau de CNews, bah, il ferait beaucoup plus de casse qu'une armée de Black Bloc, hein. Lesquels Black Bloc sont souvent des auxiliaires de Soros, là aussi, encore une fois. Pour les gens qui parlent d'opposition contrôlée, eh bien, on voilà une opposition contrôlée. Les antifas, les Black Blocs, les syndicats, la France insoumise, le Rassemblement national. Bref, tout ça, c'est vrai que c'est de l'opposition contrôlée. Donc, mais on fait avec, on gère. Moi, si j'avais l'occasion de discuter avec Marine Le Pen ou Marion Maréchal, je le ferais bien volontiers. Vous voyez. Donc, mais le problème, c'est qu'on n'est pas nombreux à vouloir le faire. Tout le monde dit c'est une opposition contrôlée. Mais je pense qu'il faut s'inviter dans les meetings. Enfin, moi, j'avais proposé aux constituants de le faire, on avait commencé à le faire. Et s'inviter dans les meetings pour troller, c'était une chose intéressante, vraiment intéressante. Voilà, donc, et toujours avoir un livre avec soi, parce que c'est une arme de guerre, c'est une arme de combat, évidemment, un combat intellectuel. Et vous savez que la force des mots peuvent parfois faire vaciller des empires. D'ailleurs, ils savent très bien qu'en face, à partir du moment où le peuple n'est plus dupe et que le peuple se méfie d'eux, ça complique. Regardez les réactions de Macron, qui veut absolument pousser à la vaccination. Véran qui dit qu'il faut vacciner au moins 1 million de personnes. On a commencé dans les EHPAD, on voit bien que ces gens-là, finalement, ont besoin d'une population totalement incrédule et sous contrôle. Voilà. Bah, là-dessus, je vais pas en dire plus, Lou. Je pense qu'on va peut-être pouvoir clôturer le live. Je te redonne la parole quand même. Bah, il y a Rigoletta qui demandait elle est due à quoi la chute de l'Empire romain d'après ce livre? Ben, tout l'essence de ce livre, c'est d'expliquer justement que selon sa thèse, selon la théorie de l'auteur, pardon, la chute de l'Empire romain est due à l'usure. Voilà. Donc c'est Elle est due à l'usure, à l'introduction de la monnaie, et parce que, en fin de compte, dans l'Empire romain, les gens faisaient du troc. Ils échangeaient, par exemple, une tête de bétail contre un sac de céréales. Vous voyez. Et à partir du moment où on a introduit la monnaie, ça a changé les rapports à l'échange. Il y avait moins de troc, etc. Donc, de toute façon, d'accord. vous le découvrirez dans le livre. Bon, je peux vous inciter à l'acquérir, hein. Je vais pas me mettre, je vais pas me mettre à lire tout le chapitre, mais il y a des choses. Et puis en plus, je sais pas si on peut le trouver en audio. En audio, faut aller voir sur la chaîne de Documents Rares et Précieux. Des fois, il lit des livres en audio. Donc, si vous le trouvez sur sa chaîne, eh bien, vous pouvez toujours La écouter, chaîne, hein. je crois que c'est Documents rares et inédits, je crois. Ah, oui, avant, c'était Documents Rares et Précieux. Maintenant, c'est
Il a changé alors, il a changé le Ouais. système. Et bah oui, bah Olivier qui est là, il y a Olivier Props qui est avec nous. Bah oui, Olivier, je me retrouve ici parce que YouTube a bloqué la chaîne pour une semaine. Après, je te dis, je pense que quand j'aurai récupéré YouTube, bah, on abordera sur YouTube des sujets qui ne risquent pas la censure. Et puis ensuite, quand on aura des choses plus importantes à dire, ben, on se censurera pas nous-mêmes, on viendra ici le dire. Ce sera plus simple. Et apparemment, il y a aussi, bah, ils n'arrêtent pas en ce moment, YouTube, hein, ils bloquent les chaînes de tous ceux qui essayent de faire de l'information. Et Plon Cardassac s'est pris 7 jours d'interdiction sur YouTube aussi. Je crois que ça n'était jamais arrivé pour Monsieur Plon Cardassac. Oui, surtout qu'en plus, alors Claude Cardassac, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt assez factuel et qui reprend souvent les citations de ses ennemis. Donc, pour le censurer, il faut vraiment d'être d'assez mauvaise, une grande mauvaise foi. Mais ça ne nous surprend pas de la part de YouTube. Et je salue aussi Olivier Props qui est parmi nous. J'en profite pour lui dire bonjour. On vit une époque formidable. Alors, cool chaîne, là tu dis que tu as raté le direct avec Martial Lanoir. Là sur des lives, tu regardes les onglets en dessous de ton écran. Tu as un onglet About. Donc dans l'onglet About, j'annonce les prochains directs par une petite publication comme ça. On peut retrouver aussi un lien vers le Tipeee pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. Tu as un onglet vidéo qui lui est vide parce que bah, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas upload de vidéo sur la chaîne. Et par contre, sur un onglet replay, tu vas voir entre l'onglet vidéo et l'onglet highlight, il y a un onglet replay où tu peux retrouver les dernières vidéos, mais qui ne sont disponibles que 3 jours. Donc à regarder dans les 3 jours après la diffusion. Sinon, sinon voilà, Chut, Drogo, tu te calmes. Hé, regarde-moi, calme-toi. Oui, mon gros. Voilà, tu peux retrouver les vidéos dans l'onglet replay, mais seulement pendant 3 jours après la diffusion. Donc, c'est un peu comme YouTube, sauf que après, nous, on est obligé d'upload les vidéos pour les récupérer, de télécharger les vidéos pour les récupérer, et je les mettrai ensuite sur Odyssey. Donc, bah, voilà, c'est un petit peu compliqué comme principe, mais on est obligé de s'adapter. Et puis, bah, voilà, après, on fait avec les outils de notre époque et avec la censure en cours. Enfin, Maximise. Odyssée, c'est en fonction du contenu. Après, il y a des contenus qui peuvent être placés sur YouTube. À la limite, tu le mets sur YouTube et sur Odyssée, tu le mets sur les deux. Puis si ça saute sur Oh, YouTube, il restera Odyssée. ouais, bah ouais, mais les journalous, je vais plus ou je sais pas, je les démarrerai peut-être sur YouTube et ensuite je les poursuivrai ici, juste pour que les gens prennent l'habitude de changer de plateforme. Mais les journalous, je peux quasiment plus les faire sur YouTube, quoi. À chaque fois, moi, je diffuse des extraits d'Alexandra Orion-Côte, tout ça, j'ai pas envie de me censurer par rapport à tout ça. Donc voilà, les journalous, je pense que je les ferai plus sur YouTube à terme. Ce sera juste les infos, les petites infos comme ça qui ne risquent pas la censure, mais dès qu'on rentrera dans le domaine médical un petit peu, bah, on passera ici parce que ici on peut encore dire à peu près ce qu'on veut, quoi. Ça. Puis en même temps, sur YouTube, faut être honnête, hein, il restera plus que Squeezie, Norman, des tutos de cuisine, des tutos de maquillage, du twerk, et Voilà. puis des conseils beauté, et puis voilà quoi. Il y aura que ça sur YouTube, hein, ça va être de plus en plus comme ça, hein. On va On aura de encore plus en plus trouver d'études. quelques contenus intéressants, mais pour ce qui est au niveau de l'information, YouTube, c'est terminé, quoi. Oui, là, on a changé de braquet, c'est clair et net. Pour ma part, ben, j'ai terminé. Je vois pas ce qu'il y a à dire de plus, si ce n'est qu'on est effectivement colonisé par la finance, ça c'est clair et net, et que c'est la finance qui gère la santé, qui gère les affaires étrangères, la politique intérieure, la police, la politique de santé, enfin bon, bref, tout est contrôlé par la cabale financière. Donc là-dessus, je pense que la démonstration qu'on a faite et les exemples qui ont été énumérés dans ce live sont largement parlants. La lecture de ce livre vous éclairera encore davantage, et pas que, et les anciens lives qu'on a fait et des choses que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à informer vos proches de ce qui existe, parce que souvent les gens ne savent pas qu'il existe un discours alternatif, que des gens proposent des lectures, fait des vidéos pour expliquer comment ça fonctionne.
Donc souvent les gens sont surpris, ils savent pas, ils se réfèrent au mainstream, ils n'ont pas de boussole. Alors moi c'est le chat qui m'embête, toi c'était le chien, mais le chat qui réclame la gamelle, qu'est-ce que tu veux toi? Bon, c'est pas grave. Et donc vous avez comme ça une information qui doit être délivrée ou vous apporter la connaissance aussi, dire voilà, va sur telle chaîne, va sur telle plateforme, etc. Ce que les gens ne savent pas en fait. Voilà. Et il restera plus que YouTube, c'est normal puisque YouTube, vous savez que c'est une application qui est déjà préchargée dans les téléphones qui sont vendus. Donc forcément, le système a déjà la main sur YouTube. Voilà, donc c'est clair et net. Alors qu'avant, il fallait télécharger YouTube. C'est pour ça que YouTube était relativement libre. Et depuis que YouTube et Google ne font qu'un, eh bien, à partir du moment où vous achetez un téléphone, bah, vous avez déjà l'application. Bah, comme Facebook, hein, pareil, il y a l'application Facebook. Elle est déjà préchargée dans les téléphones que vous achetez. Donc forcément, c'est verrouillé, quoi. Alors pour recevoir les notifications sur des lives, il y a des lives, on peut le retrouver sur ordinateur, voilà, par le biais d'un navigateur tout simplement et vous pouvez le retrouver aussi sur smartphone. C'est bien, c'est qu'ils ont fait une application smartphone et l'application smartphone permet de recevoir les notifications quand il y a un direct en cours, donc c'est bien d'avoir l'application sur smartphone. Je ne sais pas si c'est possible de recevoir les notifications par ordinateur si on n'est pas connecté, directement sur le site. Donc l'application smartphone est pratique dans ce sens. Maximus, je te remercie une fois de plus pour là, je crois que c'était le 28e conseil de lecture. Je me suis trompé hier, je croyais que c'était le 30e. Mais en fait, on est au 28e conseil de lecture. Et puis, voilà, encore une lecture intéressante pour comprendre comment on s'est fait pirater un droit régalien par le biais des banques centrales. Donc voilà, histoire des banques centrales et la suite du titre et de la service de l'humanité par Stephen Mitford Godson. Voilà, moi je vous conseille aussi de lire un autre bouquin peut-être pas dans le même genre, mais ça permet de compléter. C'est Gottfried Feder, je crois, ouais. C'est Le retour au standard or. Et à vérifier par contre l'auteur. Attendez, je vais regarder l'auteur tout de suite. Le retour au standard or, je crois que c'est ça, hein. Au standard or et c'est Antal Fekete, donc non, pas du tout, je me suis trompé. Antal Fekete, Le retour au standard or, et ça permet de bien compléter cet ouvrage et de comprendre, de comprendre pas mal de choses au niveau économie. J'ai bien fait de vérifier l'auteur. Voilà. Bon, Maxime, je te remercie. Merci au chat, merci à tous. Et on se retrouve, quand est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve jeudi 21h exceptionnellement. D'habitude, on lance le direct à 20h, les chroniques de Monsieur K. Mais ce sera 21h exceptionnellement parce que Monsieur K est occupé avant. Et donc, ce sera sur cette chaîne aussi, jeudi soir, 21h, les chroniques de Monsieur K. Alors, Maximus. je vais juste dire, c'est un petit livre, bien sûr. N'hésitez pas à vous le procurer vraiment. Vous verrez que ce genre de livre sera amené à disparaître de toute façon. Et je vais juste saluer Canel. Et Canel, je t'oublie pas, je sais que tu m'as envoyé ton numéro de téléphone. Je suis un petit peu sur plusieurs fréquences en ce moment, mais je te promets que je t'appelle dans la semaine. Avant que la semaine se termine, je t'appelle et on aura une discussion ensemble. La bise à tout le monde, évidemment. Vous savez, que Dieu vous garde. Ne soyez pas pessimiste. Vous savez, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Continuez de combattre, car une victoire ne s'obtient que quand on est persuadé que le combat n'est pas terminé. C'est nous qui décidons si le combat est terminé ou pas. Si on commence à baisser les bras et à dire c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu, très honnêtement, autant se jeter d'un pont tout de suite ou sous les rails d'un train, hein. Non, je pense qu'effectivement, tant que le combat continue, eh bien, il n'y a pas pour le moment de victoire. Le peuple n'est pas encore couché et l'oligarchie n'a pas spécialement encore gagné. On voit bien que pour leur vaccination, ils veulent passer en force. Donc, essayez de convaincre autour de vous, faites le boulot, partagez évidemment les informations, faites connaître nos chaînes, parce que moi, j'ai 13 000 abonnés, mais on me dit que tu as beaucoup d'abonnés. Non, c'est pitoyable. 13 000 abonnés, c'est pas suffisant. Il
faudrait qu'il y ait plus d'abonnés que ça. Ça va pas du tout. Ça veut dire que l'information n'est pas assez vue. Voilà. Et principalement, il faut que les gens qui ne nous connaissent pas, qui sont encore en mode je regarde le mainstream, je fais confiance au mainstream, connaissent nos chaînes. Même s'ils ne les regardent pas tout de suite, vous verrez qu'à un moment donné, ils auront un déclic et ils iront vers nos chaînes. En tout cas, informez-les que nos chaînes existent. Tout simplement. Voilà. Juste ça. Voilà. On fait tout ça pour, voilà, on s'est demandé à un moment qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de partager l'information. On a trouvé des outils, on s'est emparé de ces outils, on les utilise, j'espère, d'une bonne manière aujourd'hui. Je pense que oui, vu que YouTube nous censure, donc c'est quand même un gage de crédibilité, j'ai envie de dire. Et vous pouvez retrouver donc la chaîne de Maximus Le Clément sur YouTube. Je vous ai partagé le lien tout à l'heure, mais sinon il suffit juste d'aller sur YouTube, dans la barre de recherche de taper Maximus Le Clément, et c'est la première chaîne qui vous sera proposée. Et vous pouvez retrouver ma chaîne aussi, Loup Divergent, sur YouTube. Vous pouvez aussi retrouver la chaîne de Jim, qui s'appelle Jim Le Veilleur sur YouTube. Voilà, il y a beaucoup il n'en reste plus beaucoup des gens qui essayent de faire de l'information et de l'anticipation. Donc, vous pouvez retrouver ces chaînes sur YouTube et puis évidemment maintenant, aujourd'hui aussi sur des lives. Voilà, Maximus, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te remercie pour ce conseil. Et très vite, je réponds à Gali Marc 91 que Gali Marc, tu es un homme de peu de foi. Bien sûr qu'il y a des gens qui pensent qu'on se fait des idées avec la vaccination. Comment faire? Simplement, on a des chaînes. Lou et moi, on a des chaînes. Il suffit d'envoyer les personnes voir nos chaînes. Et si toi-même, tu verras Gali Marc. Il y a beaucoup de travail qui est fait sur ces chaînes-là, beaucoup de travail, beaucoup de partage et que du mainstream. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a des éléments qui vont t'aider à convaincre des gens. Voilà. Il suffit juste que toi, tu ailles prendre connaissance de cette information et qu'après, tu la répercutes aux gens que tu veux convaincre. C'est tout, pas plus. Tu n'as rien à faire de plus que ça. Et je te laisse, Lou. Je vous fais la bise à tous, évidemment. Que Dieu nous garde, parce que c'est vraiment ça. Et véritablement, ils sont ennemis de Jésus. Kenji, c'est vrai. Et ayez Jésus dans le cœur, parce que c'est l'amour qui nous sauvera. Et comme je dis, on ira visiter le département du Var. Vivons, aimons, respirons. Voilà, c'est ça. C'est ça le Var. Voilà, les amis. C'est maintenant Maximus, parce que là, après, on va dépasser. Après, on va dépasser. Ça marche, Lou. Et que Dieu vous bénisse. Merci à toi, Lou. Je te remercie. À bientôt. Gallimard, c'est l'essence même de ces chaînes, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver des informations, des articles de presse, des choses qui ne peuvent pas être traitées de complotistes par ceux qui ne croient pas en la parole Internet. Donc on se base énormément sur du mainstream. Simplement, on fait de l'assemblage. Quand on prend une information quelque part, qu'on la met en lien avec une autre information, on comprend tout autre chose que ce que nous disent les médias mainstream. Donc c'est de cette façon-là qu'on travaille. Et comme ça permet justement d'avoir les outils pour convaincre des gens qui continuent à croire dans le mensonge médiatique. Je vous remercie tous d'avoir suivi ce direct. On se retrouve donc jeudi 21h pour les chroniques de Monsieur K. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez retrouver le lien vers Tipeee dans l'onglet About sur cette chaîne, ou sinon vous trouvez le lien Tipeee sur la chaîne YouTube aussi. Je vous remercie à tous. Pensez à faire des réserves, c'est important. Et même si ce qui a peu de chances d'arriver, mais même s'il ne se passe rien, eh bien au moins vous aurez quand même quelques réserves et c'est un investissement qui n'est pas perdu puisqu'on peut les consommer toujours. Et s'il se passe quelque chose, vous serez bien content d'avoir anticipé. Allez, bonne fin de journée à tous. À bientôt. Ciao. Et merci aux modérateurs, bien sûr, j'oublie à chaque fois de remercier les modérateurs. Merci aux modérateurs pour votre travail de modération. À bientôt, ciao.
Shoshana!